suite donner la parole à Carole Dauphin, qui est co-organisatrice avec nous de Novaville, je vais me présenter dans quelques instants, pour ce premier C'est positif de 2024. Je vais vous expliquer dans quelques instants qu'on fait le tour de la région Pays de la Loire, et donc on est ravis de cette étape mayonnaise sur les bâtiments biosourcés à vocation économique, bâtiments industriels et bâtiments tertiaires. C'est un sujet qui est passionnant, et vous allez voir, il y a plein de solutions. Carole, toi, parole. Rebonjour, merci d'être présent ce matin. On n'est pas encore ce soir. Du coup, je vais très vite dire quelques mots sur le CAE, mais je crois que tout le monde connaît le CAE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Mayenne. Nous sommes basés à Laval, nous sommes une petite équipe de 7 personnes, pas tous à plein temps, et on est là, architectes, urbanistes et paysagistes, pour vous parler, pour promouvoir l'architecture, l'aménagement du territoire, à la fois pour les collectivités, les particuliers, les professionnels, et même le grand public, donc même les enfants. Voilà. Donc le type d'action qu'on a ce matin avec Novaville ici, c'est pour montrer des exemples de réalisations qui se font sur notre territoire et qui sont positifs, aussi bien en environnement, mais aussi dans la qualité de vie, etc. Et juste un petit mot, pourquoi on a choisi entre autres FITECO, ce bâtiment. Il est aussi dans notre prix aperçu qui s'est déroulé en décembre 2022, et il avait été remarqué, et il avait eu un prix qui s'appelle Regroupé. Voilà, je ne parle pas maintenant du deuxième projet, je ne parle pas de ce qu'on verra après. Un teasing d'enfer, mais vous allez voir, on a 2 magnifiques projets. Effectivement, c'est un partenariat qu'on a créé il y a maintenant près de 5 ans, plus de 5 ans, avec les 5 CLE des Pays de la Loire. Donc nous, Novaville, on est l'association qui fédère et mobilise les professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement pour que leurs ouvrages soient moins impactants. Parfois, même quand on est très enthousiaste, on dit pour que nous ayons des ouvrages écologiques. Qu'est-ce qu'on entend par là? Des ouvrages qui tiennent compte du dérèglement climatique, à la fois en atténuation et en adaptation, tiennent compte de la préservation de la biodiversité et tiennent compte de la préservation des ressources. C'est 30 années d'un magnifique travail que nous avons à mener toutes et tous ensemble. Et donc Novaville est là pour mobiliser, et d'abord fédérer et mobiliser les professionnels pour ça. Et un des outils que l'on a dans ce travail-là, c'est cet outil de revue de projet. On fait beaucoup, par exemple, de visites de chantier. Parfois, les professionnels de la construction, ils aiment bien voir les choses un peu écorchées, ouvertes, etc. Là, en revue de projet, on est sur la fin, on a des projets qui sont livrés, et on va essayer de faire une sorte de retour d'expérience. Vous pouvez nous proposer des projets régulièrement, puisque, en fait, comme on fait entre 6 et 10 de ces revues de projet par an, eh bien on reçoit vos propositions, et puis on les examine avec les CAE, et vous allez voir comment on procède. On a 20 minutes, on donne 20 minutes la parole au porteur de projet, souvent l'architecte, son équipe, sa maîtrise d'ouvrage, et puis après on a 40 minutes d'échange avec la salle. Tout ça pour vous dire aussi que pendant la présentation, les 2 présentations, je vous invite à noter vos idées, vos remarques, vos volontés d'aller un peu plus loin, de dire mais tiens, en termes de ventilation, vous y êtes pris comment, le type de chauffage, vous n'avez pas été extrêmement clair là-dessus, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, voyez le type de questions qu'on va essayer d'aller chercher, l'implantation, l'insertion dans l'environnement, etc. etc. Aujourd'hui, on a 2 bâtiments, mais on peut aussi examiner des infrastructures. Ça nous est arrivé, c'était passionnant, c'était avec tes collègues de la Sarthe. On avait examiné une commune-rue, vous savez, ces fameuses communes traversées par une nationale, et comment est-ce qu'ils avaient réussi à refaire de cette commune une vraie ville. Donc là, c'était quelque chose de... On avait 2 projets ce jour-là du même ordre, c'était absolument passionnant. Donc n'hésitez pas aussi à nous proposer ce type de projet en termes d'aménagement. Et infrastructure, on a fait une fois, c'était avec vos collègues de Loire-Atlantique, sur des ponts. Et en fait, on peut avoir des ponts plus ou moins impactants.
comment est-ce qu'on récupère l'eau, comment est-ce qu'on diminue la quantité de matière qu'on met sur un pont tout en faisant en sorte qu'il ne s'écroule pas, par exemple. Là, ils avaient fait des choix avec du béton BFUB, par exemple, du béton avec des micro-systèmes métalliques pour alléger la quantité de béton, par exemple. Donc en fait, on est dans un moment où on a besoin de se conforter avec les confrères. C'est un moment de coopération. C'est un moment où on a besoin de se confronter aux confrères et conforter avec les propositions des uns et des autres en se disant « Tiens, lui, il a fait ça ». On est un peu moins... la compétition, elle est parfaite, et puis notamment elle est organisée au moment des concours, etc. Mais on sent, nous, à Novabit, qu'on a plus besoin d'aller s'appuyer sur les idées des uns et des autres pour avancer tous ensemble, parce qu'en fait, on a quasiment tout ce dont on a besoin pour arriver à atténuer, adapter au dérèglement climatique. On a à peu près tout ce qui existe, notamment les biosourcés, on va beaucoup l'aborder aujourd'hui, mais on ne sait pas forcément comment le mettre en œuvre, et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'échanger. Et donc, aujourd'hui, on va aborder deux projets passionnants. Le premier sur le centre de tri postal avec Tristan Brizard, je ne l'ai pas vu, voilà, c'est là, Tristan, bonjour. Qui va nous présenter, donc architecte chez Tristan Brizard, architecte, et Guy Ménard, qui est le maire d'Ambrières-les-Vallées, monsieur le maire. Ils vont nous présenter le centre de tri postal, et puis on va terminer par la construction des bureaux de Fiteco, que vous avez pu découvrir en avant-première avant cette séquence. Je voulais juste ajouter un tout petit mot. C'est vrai que le CAE de la Mayenne, donc c'était avant que j'arrive, je pense que c'était 2021, il y a eu une visite du bâtiment quand il était en chantier, justement, le Fiteco. Voilà. Et puis les deux bâtiments qu'on a choisis sont vraiment, c'est des lieux ensemble emblématiques et intéressants sur des lieux de vie, de travail. Et je peux dire emblématiques, au moins à l'échelle régionale. Nous, on va les mettre dans notre panorama de la construction durable que vous pourrez retrouver sur notre site. On essaie de vous donner le maximum de ressources. Ça me permet de vous dire que dans le fond de la salle, vous avez un petit document qui vous fait un récapitulatif de tout ce que Novabit peut apporter aux professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement. Et puis, il y a aussi un document, le rapport d'activité 2023 du CAE, que je vais aller mettre aussi à côté. Et donc, vous pourrez repartir avec de la documentation si nécessaire. Je vais donner tout de suite la parole à l'équipe constituée de Tristan Brizard et Guy Ménard. Vous avez donc la parole pour une vingtaine de minutes. Alors, je dis une vingtaine de minutes, mais c'est pas vrai. Vous avez la parole pour 20 minutes. Et donc, à 10 minutes, je vous dis qu'il n'y a plus que 10 minutes, et à 20 minutes, on va passer aux questions-réponses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de choses que vous auriez envie de dire dans la première partie, qu'on dira dans la deuxième partie, donc ne vous inquiétez pas, gardez en mémoire les trucs que vous n'aurez pas réussi à dire dans le premier jet, mais en 20 minutes, on arrive déjà à dire pas mal de choses. Vous avez une zappette ici, je vous la laisse, vous vous installez où vous voulez, si vous voulez vous installer au pupitre, je vous laisse également le pupitre. À vous la parole. Merci donc pour cette invitation. Alors, je vais juste vous parler de la genèse du projet, et puis je laisserai Tristan Brizard vous expliquer comment il a pu répondre au cahier des charges que nous avions fixé. La genèse du projet du centre de tri postal d'Ambrières donc a pris naissance dans notre travail sur les petites villes de demain. Alors, Petite Ville de demain, pour nous, c'était un sujet assez intéressant, puisque ça permettait, pour une première fois depuis très longtemps, de pouvoir rassembler les services de l'État, les services de la région et du département sur des projets de revitalisation de cœur de ville. Or, nous avions un ancien centre postal en cœur de ville qui avait un logement vacant, qui avait un secteur courrier qui n'était plus adapté, et comme ça se fait dans nos territoires, la Poste souhaitait transférer le guichet vers les mairies. Alors, au niveau de la mairie, j'ai souhaité faire un traitement global du projet, à savoir gérer l'ensemble de ces points-là en même temps. Alors, c'est un sujet difficile avec la Poste, parce que on a découvert en fonctionnement que finalement la partie guichet c'était géré par le département, la partie courrier était gérée par Angers, la partie immobilière par Rennes et la partie financière par Nantes. Donc nous travaillons avec des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles, qu'il fallait
donc bien briefé avant les réunions, parce que bon, il y a des choses qui peuvent se dire dans les réunions avec les services de l'État et d'autres pas, sachant qu'un portage communal pour une commune de 2800 habitants, c'était quelque chose d'un peu compliqué, parce que derrière, il y avait également une marbrerie à récupérer et à déconstruire, et l'objectif était d'implanter donc sur ce lieu-là l'EHPAD. Le permis de construire vient d'être déposé pour un EHPAD 99 lits. Et avec l'externalisation de la restauration, donc de pouvoir créer une restauration à la fois pour l'EHPAD, les écoles et le territoire de proximité, donc passer à peu près de 220 repas à 850 repas par portage communal. Donc on est sur des choses qui sont un peu inhabituelles. On nous répond, c'est de l'ordre des comités de communes. On sait que dans les territoires ruraux qui ont plus de 20-25 communes dans leur comité de communes, ce sont des sujets un peu compliqués à porter. Donc les anciens chefs-lieux de canton se prennent un peu en main sur ces sujets-là pour créer cette dynamique. Alors, quand nous sommes partis dans ce projet, alors évidemment, nous y réfléchissons en cheminant, nous avons découvert beaucoup de choses tout au long de ce cheminement. Et nous avions déjà une première expérience avec Tristan Brizard, c'était sur nos écoles que nous avions rénovées, un peu plus de 3 millions d'euros d'investissement pour une partie des 12 classes, dans le cadre d'un RPIC que nous avions créé en 2015-2016. Et ce bâtiment avait été lauréat aux ADC Awards. Donc nous avions déjà des repères intéressants par rapport à la capacité, même si ce n'était pas l'objectif au départ, de voir que ça pouvait aussi avoir un écho sur le plan départemental, puisque ça avait été mis en avant au niveau du CAUE, mais sur le plan national également. Et donc nous sommes partis dans la même logique. Alors entre-temps, sur la commune, nous avons également mis en place la gestion de l'eau à la parcelle. Donc c'était une première expérience sur ce bâtiment-là, dans la contrainte de dire qu'il faut arrêter de rejeter et d'augmenter les flux pluviales, et on le voit actuellement avec tous les problèmes que nous avons. Donc ça rentre complètement dans le cadre de nos problématiques climatiques. Et donc ça, c'était une exigence que nous avions. Et puis nous avions une autre exigence, c'était également d'aller vers un peu plus d'autonomie énergétique. Donc le bâtiment devait nous permettre de produire de l'énergie à partir de panneaux photovoltaïques. Donc on est sur une base de 101 kVc. En gros, c'était produire 16% de nos besoins annuels sur la commune. C'était déjà une première étape. Alors une fois que cela a été dit, on a passé la main à l'architecte qui devait nous faire une proposition cohérente par rapport à ces contraintes. Bon, vous avez tout dit. Bon, on va passer aux questions réponses alors. Non, juste pour préciser, c'est un projet particulier parce que c'est un bâtiment privé et du coup qui est financé par des fonds publics. Et ça, c'est possible justement lié du fait de la genèse du projet de revitalisation. Il y avait un enjeu particulier pour le cœur de bourg. Et un autre point, ça a aussi donné dans la mesure où c'est donc la commune qui porte le bâtiment. L'idée, c'est que ce bâtiment, on ne sait pas si la Poste il sera encore dans 15 ou 20 ans. Donc c'était d'imaginer aussi concevoir un bâtiment qui soit réversible et qui puisse assez facilement, malgré tout c'est un bâtiment très simple, mais recevoir une petite entreprise, quelle qu'elle soit, de bâtiment ou autre. Voilà. Donc, je vais juste parler d'un petit mot de contexte, et j'aime toujours bien parler de ça, c'est des documents qui sont assez remarquables, qui a pratiquement dans tous les départements et toutes les régions françaises, c'est le travail sur les atlas des paysages, et nous on commence toujours par ça. Alors ça, c'est l'Atlas des paysages de la Mayenne qui a été fait en 2001, qui montre, en fait, je ne sais pas s'il y a une petite... Non, il n'est pas le petit. Ah oui. Voilà, Andréa-les-Vallées est quelque part par ici, entre une unité de paysage qui est qualifiée de Marche de Bretagne, et puis, je dirais, la grande Mayenne, en quelque sorte. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est toujours intéressant quand même de situer, tout là on est quand même assez loin. Donc l'unité de paysage à laquelle appartient Andréa-les-Vallées, en limite de communauté de communes d'ailleurs, entre la communauté de communes du bocage mayennais, elle s'arrête à la limite de cette unité de paysage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, voilà, ces atlas fixent les enjeux, les caractères remarquables d'une commune, et les enjeux à préserver ou à modifier. Et en fait, on se rend compte que
on s'en sert assez peu réellement. Enfin, en tout cas, que les collectivités s'en servent assez peu, ou même les différents concepteurs. Et alors que c'est vraiment un outil précieux. Si ce n'est qu'il a une durée de vie limitée, et que dans l'idée, c'est que c'est un document qui est censé être mis à jour, parce qu'en 20 ans, on se rend compte que les paysages changent beaucoup. Et ce qui est assez marquant ici, donc à Ambrières-les-Vallées, à chaque fois, il y a des blocs diagrammes comme ça, qui identifient les grandes tendances. Et Ambrières-les-Vallées est marqué par principalement deux grandes vallées. La vallée, alors vous en parlerez sans doute beaucoup mieux que moi, mais la vallée de la Varenne et la vallée de la Mayenne, un peu plus bas la vallée de la Caudemont. Et ce qui est assez identitaire, c'est effectivement que il y a effectivement ces coteaux construits qui marquent relativement fortement le territoire. Un bocage relativement dense, d'autant plus dense qu'on est dans les vallons, mais un bocage qui tend quand même malgré tout, comme la plupart du bocage français, à s'ouvrir. Et donc là, voilà. Donc notre site, il est situé ici. Voilà. La vallée de la Varenne, la vallée de la Mayenne, donc la Varenne qui rejoint la Mayenne en dessous. Et le projet se situe ici dans la zone artisanale. On revient en limite en fait, du bourg, en frange d'urbanisation, dans un territoire avec une identité quand même agricole assez forte. Voilà, ça c'est la photo en 1960, juste un peu en 1960. On voit que le bocage quand même se dessert, se s'ouvre. Et effectivement, le site sur lequel on implante le bâtiment, c'est celui-ci. Donc là, c'est la nouvelle déchetterie qui a été réalisée il y a une dizaine d'années, c'est ça. Une petite dizaine d'années, 50. Le centre d'intervention et de secours, et différents locaux d'activité, de petites industries de fabrication. Et le cœur de bourg est situé ici. Donc ça a conditionné quand même relativement importante la conception du bâtiment, parce qu'on se rend compte qu'on est à la fois sur une entrée de bourg, à la fois à mi-chemin entre un vocabulaire artisanal et un vocabulaire agricole, et que le bâtiment, en quelque sorte, il fait un peu la transition entre ces deux identités, et que du coup, l'idée c'était d'essayer de construire une architecture un peu hybride, un mi-chemin entre ces deux vocabulaires. Donc là en rouge, la parcelle donnée pour le projet. Avec effectivement, donc ça c'est ce que nous dit aussi bien la classe du paysage, l'idée de recréer des haies qu'on voyait sur la photo de 1950, et le projet va s'accompagner de la recréation d'une haie qui préexistait le long de la parcelle. Il vous reste 10 minutes. Ça, c'est large. Donc, la parcelle avant notre arrivée. Donc là, c'est depuis la parcelle, la vue sur le cœur de bourg. Voilà, le bâtiment en construction. Donc on voit bien effectivement le bocage semi-ouvert, la déchetterie et le bâtiment qui à la fois fait face au bocage et à quelques bâtiments agricoles qu'on ne voit pas sur les photos, qui sont en pierre et de belle qualité, et une zone artisanale, je dirais un peu dans son jus en partie. Je me permets juste de dire, le talus que vous voyez là-bas, aujourd'hui il est planté. Oui. C'est un talus qui a été complètement créé. Alors ça, c'est ce que nous faisons tout autour de la ville, puisque nous sommes limités dans les développements d'enveloppe urbaine. C'est de créer des talus avec des zones enherbées de part et d'autre pour avoir une certaine distance entre justement le monde agricole et la partie urbaine. Et les plantations sont faites par le parc régional Normandie-Maine, puisque nous sommes dans le parc Normandie-Maine, et financé par la région Pays de la Loire. D'ailleurs, là, je pense qu'on est en Normandie. Exactement. Effectivement, donc, la vue sur le terrain, donc un parking de la communauté de communes qui permet effectivement aux différents salariés de stationner. Et le projet démarre réellement ici. Avec, on va voir sur la coupe, une déclivité quand même de terrain assez marquée. Et l'idée d'essayer d'artificialiser le moins possible et d'imperméabiliser les sols le plus possible. De limiter en tout cas les zones imperméables, en sachant qu'il faut imaginer quand même des semi-remorques, avec des aires de gération et un parking avec une petite vingtaine de véhicules de facteurs en fait, pour distribuer le courrier et les colis. Alors le bâtiment, on va mieux voir peut-être sur la coupe, je reviendrai ici.
il y a un principe de sorte de double toiture, comme ça, avec l'idée de s'inspirer, ce qu'on trouve aussi très bien ici, des architectures de chefs de la première révolution industrielle. Pas tout à fait, mais à savoir toute une partie exposée au nord pour faire entrer la lumière, une lumière qui est relativement stable au fil de la journée. Et là, on va profiter des deux versants plein sud pour y installer des panneaux photovoltaïques, de la centrale photovoltaïque. Et donc la déclivité de terrain naturel est comme ceci, et on vient en fait effectivement limiter les terrassements pour retrouver en fait en point bas la partie avec le quai de déchargement et en point haut les différents véhicules de livraison. Donc une sorte de double nef comme ça, avec une partie donc de centre de tri, c'est-à-dire de salle de tri qui récupère tout le volume fermé, et une partie plutôt bureau, vestiaire, sanitaire, qui va se retrouver en partie uniquement basse, un plancher de stockage pour des matériaux divers en cas de réversibilité vers une autre entreprise, et un édicule technique qui regroupe tous les équipements techniques du bâtiment en toiture, donc un édicule à ciel ouvert, qui a l'avantage de ménager un accès sécurisé, mais en même temps des couvertures qui ne reçoivent aucun élément visible et apparent de ventilation ou autre, et font masque-bruit aussi vis-à-vis d'une grosse centrale de traitement d'air qui en même temps chauffe le bâtiment. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait souvent sur nos bâtiments, d'imaginer la technique en partie haute, à ciel ouvert, partiellement à ciel ouvert, ce qui permet de dégager les surfaces du bâtiment en rez-de-chaussée et de limiter leur impact en visibilité et en acoustique sur l'extérieur. Donc après on va voir sur les images, c'est un bâtiment qui est assez simple, qui marque un grand cadrage justement sur le bocage, sur les champs. Voilà, c'était donc la vue depuis le parking d'entrée, avec effectivement toutes les eaux pluviales qui sont ramenées dans la noue, vue de l'autre côté avec ce grand cadrage qui s'ouvre sur le grand paysage qui est à l'arrière. On devine les bâtiments artisanaux en fond. Donc deux pentes de couverture photovoltaïque donc, à 100%. Alors je dis à 100% parce que en fait, notre bâtiment, via les débords, grâce à ces différents débords là, nous permet d'ajuster en fait, la dimension jusqu'au dernier moment, de manière à ce que 100% de la couverture soit photovoltaïque. Qu'on n'ait pas des marges un peu disgracieuses en périphérie. Alors ça c'était une contrainte également, puisque nous sommes en zone ABF. Pour l'ABF, c'était 100% de la toiture ou bien. Donc il fallait optimiser, puis après dans les optimisations économiques, il fallait dépasser les 100. Oui, on est déçu entre ces contraintes. Bon, j'aime bien cette photo parce que du coup, voilà, elle montre le bâtiment dans son contexte bocager. Donc, après, voilà, l'idée c'est d'avoir ces grands débords de toit qui permettent d'abriter les différents véhicules, les sorties du courrier, de l'autre côté, de trouver une sorte de grand espace aussi couvert pour des livraisons futures d'une autre entreprise. Aujourd'hui, la Poste en a moins l'usage. De ce côté-là, on voit bien les différents stationnements des véhicules de la Poste. Et à l'intérieur, on a un bâtiment qui est très simple. Ossature bois, charpente de bois, ossature bois en remplissage sur les parties en périphérie. Et puis voilà, ponctuellement, des éléments métalliques qui permettent, qu'on a volontairement mis en valeur par une teinte particulière, qui est une teinte référencée dans la charte architecturale du secteur sauvegardé. Donc on a joué un petit peu en marquant aussi effectivement les différentes ventilations par la même teinte. Donc, le cadrage sur le bocage. Alors ça c'est un petit détail, mais ça a été compliqué à faire accepter par la Poste. Le fait d'avoir un bâtiment ouvert, où on voit à l'extérieur, où potentiellement les vaches peuvent voir les gens qui travaillent, ça a posé un vrai problème. Et c'est pas sûr qu'à terme, ça ne termine pas avec une vitre en famille. C'est pas sûr. Ils s'habituent, il faut les habituer. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Ça leur pose un problème. Donc voilà la vue sur un plancher. Et puis après, voilà, avec une charpente assez dessinée, il y a des jeux
des jeux d'espace intéressants. Et là, je trouve que le chantier aussi était particulièrement beau parce qu'il y a des jolies pièces d'assemblage. Donc, c'est l'entreprise Chaumont qui a... Deschamps. Bureau d'études Structure Chaumont et entreprise de charpente, c'est Deschamps qui a fait la charpente. Et tous les bardages, tous les murs. Voilà, donc là, une photo du bâtiment occupé par les utilisateurs. Après, voilà, les fiches de synthèse, je pense que on a à peu près tout dit hein, sur ce qui est écrit. Ouais. Avec effectivement un travail, une acoustique assez bonne, vous conviendrez, grâce effectivement à un bac perforé et un isolant qui absorbe le son dans les deux nefs. Un sol en béton, la récupération des eaux pluviales. Donc on aime bien dans les projets réfléchir souvent à des dispositifs d'eau pluviale un peu dessinés. Un vide sanitaire ventilé, la dalle est un plancher porté ventilé. Et ça, c'est une petite vue sur le bureau, c'est très très simple. Hein. On est vraiment au plus simple avec les réseaux apparents et puis les prestations relativement simples. Les vestiaires hommes-femmes, c'est pareil. Les vestiaires hommes-femmes, c'est pareil. Et je conclue juste ça, c'est un petit article qui a été fait passé dans le Moniteur en janvier, je crois, avec un titre que je trouve assez... Le palais du facteur rural. Je trouve assez marrant. Merci beaucoup, si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants. Restez là, on va démarrer une série de questions-réponses. Et donc, moi, c'était ma première question, un peu anecdotique, mais pourquoi est-ce que la Poste, vous ne souhaitez pas de vitrage, ou elle s'interroge là-dessus? Alors, c'est vrai, quand on regarde les centres de tri pour la Poste, c'est en général, comme toute grande entreprise privée, ils ont une charte, un process, une manière de faire. Et on peut apercevoir un bâtiment un peu partout, c'est souvent des boîtes parallélépipédiques grises avec un peu de jaune et des bâtiments complètement fermés. Et du fait effectivement de la multiplicité des différents services, on se rend compte que certains sont favorables à changer, mais pas d'autres, et qu'en fait chaque service est un petit peu dans ses habitudes, c'est le biais. Et donc là, la chance qu'il y a pour ce bâtiment, c'est qu'il a été porté par la commune, collectivité, et avec un souhait de réversibilité, et ça a été quelque chose d'important tout au long des études. On peut creuser un tout petit peu ce point-là de multi-usage d'un bâtiment industriel, parce que c'est un des points bloquants, et c'est comme ça qu'on voit des zones d'activité vieillir, parce que les entreprises, elles évoluent, les bâtiments n'évoluent pas avec les entreprises, et souvent, un bâtiment pour une entreprise n'est pas adaptable à une autre. Donc vous avez fait un choix qui est autre. Et moi j'avais à nouveau sur la Poste une question sur eux, ils doivent avoir une charte architecturale dédiée à un type de bâtiment pour un usage. Comment est-ce que vous avez réussi à vous sortir de cette contrainte-là? Ce qui est valable pour tout autre grand groupe qui souhaite s'implanter quelque part. Monsieur Le Maire, si vous voulez bien prendre le micro pour répondre. Au départ, c'était déjà une négociation assez longue, parce que demander à la Poste déjà de nous revendre leur bâtiment, donc à la valeur nette comptable, et conserver le courrier sur la commune n'était pas chose aisée, c'était pas dans les projections, parce que vu de Nantes, évidemment, sorti de Laval, Mayenne, Château-Gontier, nos territoires n'existent pas. Ah oui. Donc, oui, c'est un peu la vision qu'il y a. Alors, nous sommes sur la D33 et nous sommes à une douzaine de kilomètres de communes environnantes qui sont des anciens chefs-lieux de canton. Et finalement, ça permet de résoudre ce problème de distance par rapport notamment à la desserte courrier. Alors le deuxième problème qu'il y avait également, c'est que la Poste a perdu beaucoup en courrier et gagne en colis. Or les bâtiments tels qu'ils étaient n'étaient plus du tout adaptés pour gérer des colis. Là aujourd'hui c'est donc un camion qui arrive et qui livre, qui n'aurait pas pu accéder au cœur de ville. Donc il y a eu un quai qui a été mis en place et vous leur avez rendu service. Nous leur avons rendu service. Mais comme ils ne pouvaient pas porter le projet, c'est la commune qui a porté ce projet. Et dans la négociation notamment du bail, nous sommes en bail commercial. En bail commercial évidemment de 9 ans, renouvelable ou dénonçable tous les 3 ans. Donc nous avons bloqué à minima 6 ans pour sécuriser malgré tout l'investissement. Ceci dit, bon, je ne doute pas qu'il va perdurer parce que c'est un des meilleurs outils dont dispose actuellement la Poste. Donc ce sera plutôt un point de convergence futur. Je pense par rapport à cet équipement-là, ils n'auront pas forcément envie de le lâcher. Le dernier élément, c'est que sur nos territoires ruraux, je vois pas de
de structures privées se préoccuper de la livraison des colis, vu la rentabilité, parce qu'on a une densité de population sur nos territoires. Et moi, ce qui m'a toujours étonné sur nos territoires, c'est que pour les collectivités territoriales, ça ne leur pose aucun problème pour aller subventionner des entreprises privées, ça ne leur pose aucun problème pour construire pour des établissements publics. Alors la Poste, c'était un vrai sujet. Ah ouais. Ah, la Poste, bon, c'est complètement en dehors des radars. Et moi, je dirais, on est des seuls à avoir investi là-dessus. Et je pense qu'ils avaient besoin aussi, à leur niveau, de dire à l'État, attention, on est parapublic, on a des missions de service public, on touche de la dotation globale au niveau national pour servir les territoires ruraux. On est peut-être privé, mais on n'est pas comme toutes les entreprises privées. Et il fallait prendre en compte cette adaptation. Et derrière, c'est l'adaptation aussi des conditions de travail du personnel de la Poste, parce que les conditions dans lesquelles ils sont actuellement dans des bâtiments anciens, qui ne sont plus adaptés, il y avait besoin. Alors, toujours sur cette question d'adaptabilité d'un bâtiment à plusieurs types d'activités économiques, ça c'est des questions que vous, en tant qu'architecte, vous vous êtes posées. Si on peut donner des trucs astuces à la salle, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit faisable et que le premier occupant ne vous reproche pas ce multi-usage? Alors après, il y a malgré tout des limites. C'est plus facile d'imaginer un bâtiment comme ça, qui est relativement vide et simple, réversible, qu'un bâtiment comme celui-ci, qui est un bâtiment de bureau beaucoup plus cloisonné, même si à la limite, il restera bâtiment de bureau. Est-ce qu'un jour il sera reconverti en logement? Sans doute pas. Enfin, et donc il y a réversibilité, et réversibilité, ça dépend où on met la bâtiment sur une action de petite entreprise, de petit artisanat. Donc ça reste relativement simple. Mais un truc et astuce, c'est déjà, et ça c'est valable aussi beaucoup dans le logement, travailler sur des structures poteau-poutre. Rien que ça, c'est le premier point. Et on voit bien qu'on a du mal dans les projets d'habitat collectif, parce que c'est plus cher de construire en poteau-poutre qu'en mur porteur. On a souvent du mal pour les logements privés de passer en structure poteau-poutre. C'est un des exemples, il y en a plein. Nous, à Novaville, on a eu un groupe de travail là-dessus, y compris sur le logement avec Nantes Métropole Habitat, où effectivement on avait appelé ça le bâtiment mutant. Donc en se disant comment est-ce qu'on fait dès la première livraison pour qu'un bâtiment que les travaux d'évolution soient les plus faibles possibles en coût. Et donc la solution c'était le poteau-poutre, et en réalité dans tous les calculs qu'on fait, à long terme, le maître d'ouvrage est toujours gagnant. Parce que la première transformation, elle est beaucoup, beaucoup moins coûteuse, mais il faut pouvoir accepter l'idée que dans 15 ans, raisonner à 15 ans. Sur les poteaux-poutres, vous avez eu des difficultés particulières à part convaincre ou se convaincre que c'était la bonne solution? Non, pas sur ce genre de bâtiment. En équipement, en général, c'est pas trop un sujet, c'est vraiment souvent le logement en habitat collectif que la question. Et la mixité, métal, bois, pour alléger le matériau, j'imagine. Oui, c'est pour alléger le matériau, ça permet. Parce que imaginez que la file porteuse au centre du bâtiment, qui reçoit les deux nefs, reçoit 2 fois plus de poids, en réalité, 2 fois plus de charge en effets horizontaux que les façades latérales. Donc c'était de manière à limiter l'impact de cette structure sur justement le volume, l'usage de la grande salle. Et en même temps, les travaux aussi d'ancrage, on peut réfléchir sur des structures ancrées en métal, c'est beaucoup plus complexe en bois. Les calculs ont été faits par un bureau d'études. Un bureau d'études Chaumont. En lien avec Deschamps ou avant d'avoir choisi Deschamps? Avant. Ils avaient l'exé structure avant l'appel d'offres. Ok. Est-ce que... Un autre point de réversibilité, c'est ce qu'on trouve aussi ici, c'est tous les réseaux apparents, au final. Ouais. Les réseaux apparents, on limite les doublages, on facilite aussi la maintenance, mais on facilite la modification. Donc pas de faux plafond, et au sol non plus, pas de deuxième sol? Dans ce bâtiment-là, non. Est-ce que vous avez... on peut démarrer des questions avec vous, monsieur. Je vais vous donner le micro. Merci. Je suis assez surpris, mais... Oui, Grégoire Lepage, Ivo Concept. La hauteur du bâtiment, les proportions, 2-3 côtes, parce qu'on est sur des locaux un petit peu artisanaux, industriels, livraison... Vous trouvez haut? Non, bas. En fait, je trouve haut, mais les 2 nefs sont hautes. C'est quoi la hauteur sous poutre? Je vais vous dire exactement, parce que j'ai plus la cote exactement en tête. Je pense que... oui, c'est la hauteur de la porte sectionnelle, on doit être à 3,50 m, quelque chose comme ça. C'est pour une petite activité. Ouais, mais vous n'avez pas justement voulu prendre le pari d'aller un peu plus haut,
si on parlait de logistique un petit peu, ou de livraison, de densifier en stockant en hauteur. C'était peut-être pas dans les usages demandés par la Poste non plus. Hein. Alors, c'est pas et déjà, la difficulté a été de réfléchir à cette hauteur-là. C'est déjà très haut, comparé aux habitudes. En général, c'est 2,50 m sous plafond dans les espaces de tri. Donc déjà, cette hauteur était ambitieuse. J'ai essayé de retrouver la coupe. Vous aviez la pente de toit qui était nécessaire pour optimiser. Après, il y a la question de la pente de toit. Voilà. Ouais, mais là, vous avez des champignons qui ne sont pas ensoleillés à 100%. Ah si. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'ensoleillement là? Oui, non, parce qu'il y a la limite des 100 kg, c'est du tarif réglementé. Et en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux pentes qui étaient respectées nord et deux au sud, alors c'est peut-être pas tout à fait exactement ça. Parce que si vous voulez, sur cette partie-là, le bas des panneaux est ici. Donc en fait, l'usage des panneaux est à 100% en réalité. Oui, le masque est très fort. On est vraiment plein sud. En question du sud, le soleil est quand même. C'est 100 kg, Ok. Ouais. Une autre question sur la structure, sur les choix de structure. Le bâtiment, pour la partie industrielle, est chauffé ou pas chauffé? Chauffé. Il est chauffé. C'était une des Donc contraintes. c'est la question de la hauteur qui m'y fait penser. C'est en plus de ça, c'est 19 ou 20 degrés. D'accord. Dans le cahier des charges de la Poste. Ok. Donc, toute la salle de tri est chauffée à 20 degrés. Avec un système issu des panneaux photovoltaïques? Non. Non. C'est un tiers. Ah, d'accord. C'est un tiers, donc on a été un peu embêté là-dessus, et donc c'est pour ça qu'on a mis 100% pour la commune, en autoconsommation collective. C'est en autoconsommation collective, C'est ça. avec des PV à l'extérieur, c'est ça? Avec Quel est le système de chauffage? Ah, et c'est une Ah, dans le pompe à chauffage, chaleur. c'est autonome. CTA. C'est une pompe à chaleur. avec Ok. couplé à une CTA. En D'accord. fait, c'est l'air chaud qui est soufflé dans le bâtiment. Ok. Voilà. Vous avez eu plusieurs alternatives où vous êtes fixé sur ce choix dès le début? Il y a eu une étude de fait par le bureau d'études sur les différentes. Et il semble, dans nos regards un peu extérieurs, qu'en panneaux photovoltaïques, on ait une très grande quantité. Comment est-ce que ça a été calculé, le volume de PV sur ce... L'objectif, c'était de dépasser le seuil des 100 kVc. Ouais. De manière parce que le tarif de rachat augmente à partir du seuil des 100 kVc. Donc tout a été... et on y est tout juste. Hein. Et qui est le gestionnaire de l'énergie? Ça a été... Alors, dans l'étude de maîtrise d'œuvre, il y a le bureau d'études Mayenais, Ouais. donc qui est tout à côté, là. Qui est ici, là. Et après, Et dans l'exploitation, c'est c'est la commune qui exploite et qui revend. Alors, qui revend le surplus, tout à fait. D'accord. Donc on a une convention de passer tout ça. Ok. Sur les questions d'énergie, particulier. Vous êtes en autoconsommation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? René Bardou de Saint-Jean-sur-Mayenne. Donc oui, ma question c'était que vous revendez que le surplus à EDF Oui, tout à fait. et autrement vous êtes en autoconsommation. Tout à fait, au maximum. Ok. Et vous savez la production annuelle à peu près du panneau? Nous, sur la commune, nous avons un besoin de 426 000 kWh et là, nous pouvons produire dans les 130, je crois, 126 ou 130, cet ordre-là. Mais il est évident que selon les pics de production et de consommation sur la commune, nous n'avons pas forcément la consommation totale. Oui, bien sûr. La difficulté, quand même, d'intégrer ces panneaux sur le bâtiment, c'est du fait du contrôle technique et de ce côté, on a eu l'obligation, dans le cas des bâtiments publics, en réalité, de mettre en place un dispositif sous avis technique. Ouais. Et Avis technique, les avis CSTB. techniques en photovoltaïque, il y en a très peu. Il y a que très, parce qu'en fait, c'est vraiment c'est un système qui est validé, donc les panneaux, le support des panneaux, le système, ce qu'il appelle le système d'intégration, donc les rails, et le bac. Ouais. Et C'est pour ça que vous avez un avis technique. C'est parce qu'il y a peu de pratiques courantes en amont. Sinon, on n'a pas besoin d'avis technique. Le bureau de contrôle de l'opération ne valide pas les ETN, enquêtes techniques nouvelles. Donc, du coup, on a eu l'obligation de passer sur un avis technique, ce qui est assez important en termes de contraintes, parce que un seul panneau en fait est validé,
D'ailleurs, tout le long du chantier, le panneau attendait son nouvel agrément, donc on n'en avait pas la certitude, et que les panneaux, enfin, le bâtiment pour le marché du photovoltaïque, c'est tout petit, en fait, le marché du bâtiment. Donc les panneaux évoluent en taille en permanence. Mais 2 cm selon la longueur d'un panneau, quand on en a 20 ou 30, ça fait 60 cm, voire 1 mètre au bout du compte. Donc la grosse difficulté, c'est effectivement d'être capable jusqu'à la fin, et même à la moitié du chantier, de faire évoluer la longueur et la hauteur de la couverture. C'est un vrai sujet, en fait. C'est pas si simple. Hein. Mais en même temps, on fait partie des personnes qui ont fait un avis technique, qui ne sont pas devenus fous, c'est faisable. On est parfois contraint d'en faire. Ça apporte un coût globalement supérieur, parce qu'il faut payer l'avis technique. Mais vous vous êtes rendu compte à quel moment que vous aviez besoin d'un avis technique? Est-ce que le chantier avait démarré ou c'était très en amont? Non, c'était au final relativement en amont. L'entreprise avait malgré tout répondu sur la base d'un dispositif sous ETN. Et il a fallu quand même... parce que pour avoir fait un certain nombre de bâtiments avec des photovoltaïques, c'est la première fois réellement que vous avez eu cette contrainte-là. Voilà. C'est-à-dire que les ETN ont été validés par Socotec notamment, parce que tous les bureaux de contrôle n'ont pas le même regard sur cette question. Socotec validait les ETN il y a 10 ans, ce qui n'est plus le cas. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure où c'est encore une technologie, il n'y a pas de DTU, il n'y a pas de règles professionnelles, c'est un peu le CSTB, Dieu le Père, en quelque sorte, qui régit... par l'avis technique, voilà, ce genre de situation. Donc ça peut encore évoluer, on peut espérer. Petit focus pour vous dire qu'en région, vous avez un interlocuteur et un partenaire dans ce type de situation un peu complexe qui s'appelle Atlanson, qui est l'association régionale des acteurs du solaire, que vous pouvez appeler, y compris donc les collectivités, les architectes, etc., pour au moins défricher, et y compris de savoir si on peut s'épargner l'avis technique. Et en parlant d'avis technique, nous, à Novabit, on a un partenariat avec le CSTB, et dans 90% des cas, quand on nous appelle, on arrive à... parfois, on déçoit les gens en leur disant « Mais non, c'est une pratique courante, vous n'avez pas besoin de faire l'avis technique. » Et on peut entrer en relation avec le bureau de contrôle en leur disant « Là, vous exagérez, il y a tout ce qu'il faut comme sécurisation et comme historique, et vous n'avez pas besoin d'avis technique. » L'avis technique, c'est que forcément, vous avez fait quelque chose qui, jusque-là, n'a pas d'antériorité. Et donc, il y a besoin de valider tout ça. Donc, il y a un surcoût, un dossier, et puis aussi un peu de surprise. À un moment, on tremble, hein, parce qu'on l'a, on l'a pas. Monsieur le maire, vous voulez dire un mot là-dessus? C'est une contrainte très lourde, parce que derrière, on a un problème d'assurance. Oui. Dans la mesure où le bureau de contrôle exige ce type de... Si vous ne le faites pas, bien sûr. On était embêtés vis-à-vis de l'assurance, et puis le badge avec la Poste également. Parce que du côté de la Poste... Ah oui, là, il devait être un peu impératif. Voilà. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des contraintes qui, pour moi, étaient un peu exagérées là-dessus, mais qui nous ont plu sur le programme. Ça vous a occupé. Et à chaque fois qu'on avance sur des innovations de ce type, on se prend vraiment la tête avec des décalages entre les réglementations et les nécessités d'évolution. Et bon, on en fait un peu les frais, mais on y arrive. Il faut une bonne concertation et quelques exigences. Alors on était, puisqu'on était sur la consommation énergétique, on était plutôt sur l'été, mais il y a aussi, plutôt sur l'hiver, ça nous paraîtrait intéressant d'aborder un peu le confort d'été, à la fois donc, dans la partie technique et aussi dans les bureaux. Est-ce que vous avez commencé à avoir un retour là-dessus, ou on va avoir notre premier été là maintenant? Vous avez fait des calculs pour savoir comment se comportera le bâtiment avec des grandes chaleurs? Oui, enfin, les calculs ont été faits par Voltaire, dans le cadre d'un bâtiment qui était soumis à la RT, mais en fait qui a été vraiment pensé conforme à la RE 2020. Après, en termes de confort d'été, naturellement, alors c'est un bâtiment qui est très peu ouvert, hein, à tout, en termes de... avec une forte inertie liée à son noyau béton, enfin sa dalle béton qui reprend tous les espaces de rez-de-chaussée et son plancher intermédiaire béton. Donc les grands principes, c'est ça, c'est de retrouver l'inertie à l'intérieur via les planchers béton. Et puis, on a une grande casquette de débord au sud, mais réellement assez peu de vitrage. Voilà, après tout, ça a été, on n'a pas de retour, il a été livré en décembre. Et pour l'instant, on n'a pas eu un printemps chaud. Les ouvertures, c'est plutôt le matin pour l'arrivée des colis. Et sinon, les facteurs, à 9h, 9h30, ils sont partis avec leur voiture. Et le chargement se fait là où vous voyez la voiture. Donc il y a 16 véhicules de la Poste qui repartent avec. Et
D'ailleurs, ils sont sous l'auvent abrités, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ils sont à un confort de chargement également intéressant. Et les portes sont fermées à partir de 9h30, 10h, et ensuite le bâtiment reste fermé. Et en termes de confort, dans les bureaux, l'impression qu'on a eu en regardant les plans, c'est qu'on avait des ouvertures qui étaient assez petites dans les bureaux. Alors peut-être que ça aide au confort d'été. Comment est-ce que quel équilibre vous avez choisi? Comment est-ce que vous avez traité tout ça? Il y a un bureau, en réalité. Un bureau. Et ce bureau, il est ouvert sur la salle de tri. Donc en fait, le seul bureau qu'il y a n'a pas d'ouverture sur l'extérieur. Il y a une ouverture sur la salle de tri, c'est tout. Ce qui est logique. Et après, ce qu'on peut retrouver, c'est un petit espace qui reçoit, pour recevoir du public, pour quelques colis qui seraient récupérés directement. Après les vestiaires, et une salle de repos qui, elle, est un grand vitrage, quoi. Donc en réalité, et après c'est des vestiaires et des sanitaires, quoi. Donc c'est quand même tout petit comme bâtiment. Je reste sur le confort d'été en ventilation naturelle. Vous avez prévu un dispositif, un système, vous avez des toitures en hauteur. On pourrait imaginer un système pour évacuer la chaleur par la hauteur, comme ça arrive aujourd'hui. Non, c'est pas de ventilation naturelle. Et donc la nuit, est-ce qu'on peut ouvrir 2 fenêtres? Est-ce qu'il y a des systèmes de sécurisation des fenêtres pour qu'elles soient ouvertes la nuit de 2 côtés? Non. Donc, non, ça, c'est en fait, c'était sur les questions. Alors, effectivement, on peut avoir des éléments anti-intrusion, etc. Mais c'est un bâtiment qui est vraiment vu comme une cocotte, un truc complètement fermé. Donc, déjà, d'avoir des vitrages, se poser la question d'avoir des vitrages ouvrants. On a réussi à le faire pour la salle de repos, mais la plupart des vitrages dans la salle de tri sont fixes. En réalité, il n'y a pas d'ouverture. On est sur une ventilation mécanique, si ce n'est que via, imaginez les portes sectionnelles qui s'ouvrent, qui balayent l'espace en permanence, de part et d'autre, créer une ventilation naturelle aussi dans le pendant la journée. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu de recherche particulière sur la ventilation naturelle. En amont, par rapport à l'ancien bâtiment, puisqu'il y avait déjà un usage, est-ce qu'il y a eu un audit du personnel fait par la Poste sur leurs besoins, sur comment est-ce qu'ils voyaient l'avenir, comment est-ce qu'ils avaient envie de travailler demain, des choses comme ça? Non, le bâtiment existant, il y avait la partie guichet, la partie logement et la partie courrier. C'était 3 entités indépendantes mais imbriquées, les unes parmi les autres. Et nous avions des zones de vie des facteurs qui étaient complètement en dehors de tout ce qu'on peut entendre. Je vous conseille d'aller visiter les bâtiments des postes actuellement, parce qu'on ne se rend pas trop compte on est dans un autre monde, très loin du niveau requis. C'est un fonctionnement interne qui n'a jamais été entretenu et qui a vieilli, et très mal vieilli. Et je dirais avec des conditions internes pas du tout agréables. Alors, la crainte des facteurs, c'était plutôt la fermeture de la partie courrier. Donc comme ils habitent sur le territoire, il est évident que quand ils les ont vus, il y avait un projet de construction qui allait consolider leur poste de travail sur le territoire, c'était l'essentiel. Et ensuite, l'organisation interne est beaucoup plus facilitée. Et je vois dans le fonctionnement actuel de la Poste, nous avons eu depuis qu'ils sont en place l'association des commerçants qui ont organisé une visite. C'est une des premières fois où je vois que des secteurs privés viennent voir comment fonctionne une poste et comment ils organisent le travail. Ce n'était pas forcément les modèles de référence. Et ils ont appris beaucoup de choses et on en tirait. Et ce soir, nous avons la visite des entreprises pour le bocage mayennais. Nous avons d'un côté Subca qui travaille à 80% à l'exportation, de l'autre la Poste. On va faire une visite pour tous les élus du territoire et les entreprises du territoire sur ces équipements-là. Donc on voit que ça remet la Poste dans un milieu vivant. Mais pour répondre peut-être à la question précédente, il y a quelque temps, les facteurs sont habitués à vivre un peu cachés. Et là, vous avez là c'était pas évident de passer sur un environnement où de l'extérieur on pouvait les voir. Mais en même temps, ils font la conversion vis-à-vis des entreprises qui les entourent, et ils sont dans une zone d'activité qui est vivante. On ne l'a pas dit au départ, mais cette zone-là, avant il y avait des entreprises de tissus, donc pour l'armée, il y avait les abattoirs de volailles. Ça veut dire que toute cette partie-là aujourd'hui est saturée et s'est reconvertie avec une autre logique alors, beaucoup de mécanique d'un côté, puis de l'autre les services techniques, les pompiers, la poste et la déchetterie, donc des activités au service du public. Vous vouliez rajouter quelque chose, j'ai l'impression? Non. Il y a un moment dans le document, vous parlez
d'instabilité programmatique. Je crois que vous avez évoqué ça, mais c'est toujours intéressant quand on décortique un projet de savoir comment un architecte a fait évoluer le programme, ou comment est-ce qu'on fait pour avoir souvent quand on a un programme, une réalisation réussie, c'est que le programme, il y avait quelque chose dans le programme qui faisait que ça pouvait être réussi comme ça. Donc on aimerait que vous nous racontiez un petit peu cet aller-retour entre vous et ceux qui ont fait le programme. Alors après, quand je parle d'instabilité programmatique, c'est dans le sens où, dans l'idée de réversibilité d'un bâtiment, c'est qu'on ne sait pas forcément comment un bâtiment sera utilisé dans 10, 15, 20 ans. Là, l'appel de candidature, c'était d'ailleurs pas du tout noté bâtiment pour un centre de tri postal ou pour la Poste, c'était un bâtiment municipal à vocation artisanale. C'était ça, au départ, Alors, vous saviez déjà que c'était pour la Poste, monsieur le maire, quand vous l'avez... Ah Oui, mais ça n'a pas été écrit comme ça. Donc c'était assez flou. C'était assez flou parce que je pense que tout n'avait pas été contractualisé, j'imagine, etc. Il y avait, Oui, puis il y a des réseaux financiers derrière. On se rend compte que c'est souvent un des secrets de réussite, c'est quand les programmes sont flous dans les intentions techniques et très précis dans les objectifs. C'est un peu ce que vous avez constaté quand vous avez lu le programme ? Oui, mais effectivement, c'est là où le risque de beaucoup de bâtiments portés par les collectivités, c'est de trop définir les besoins. Exactement. Et ça, on pourra en parler longtemps. Ouais. C'est la question des programmistes. Ouais. Les programmistes veulent faire votre boulot, en fait, c'est ça ? Il y a un peu de ça. Beaucoup de programmistes font même des choix architecturaux sans architecte et peuvent amener parfois des projets dans des impasses. Et donc je pense que ce qui est, à mon avis, hyper important, c'est de se garder une capacité et que les maîtres d'ouvrage gardent une capacité à réinterroger le projet une fois qu'ils ont choisi l'équipe de maîtrise d'œuvre. Parce que tant qu'on n'y rentre pas vraiment, quand on s'engage sur un projet, c'est pas pareil que quand on définit un programme sans engagement. Ça n'a absolument rien à voir. On ne dessine pas du tout les choses de la même manière. Ça, c'est votre projet, en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est pas le projet du programmiste que vous avez réinterprété. Non, il n'y a pas eu de programmiste. C'est ça. C'est votre programme. Oui. Donc vous êtes engagé sur votre projet. Sans parler de ce bâtiment en particulier, d'un point de vue global, c'est souvent comme ça. Ouais. On se retrouve avec des programmes qui définissent trop les choses et avec certains choix qu'on ne peut pas, et notamment dans le cadre de procédures de concours, remettre en question, parce qu'au risque justement de se retrouver hors programme. Et donc ça pose la question de la manière dont sont fabriqués les concours, enfin la procédure de concours. Moi j'ai tendance à être plutôt favorable à des dialogues compétitifs, le problème c'est que c'est des procédures beaucoup plus longues. Mais, et puis après ça pose la question de la responsabilité de celui qui dessine. Juste un complément peut-être avec le projet précédent des écoles, où là nous avions pris un programmiste pour définir un peu nos besoins, calculer les volumes et arriver aussi à monter nos dossiers pour aller chercher des financements. Et il est évident que le programmiste nous a conduit à penser différemment, à penser autrement, parce que nous aurions été dans une légère modification de l'existant. Or, il fallait le bousculer. Il y a eu des parties de déconstruction, de reconstruction. Il y avait la déconstruction de toutes les parties HLM pour refaire l'école à la place. Donc tout ça, un mois après, ça fonctionnait. On est un peu dans le même cadre actuellement avec l'EHPAD et les déconstructions, reconstructions. Mais le fait d'avoir dépassé l'existant et remis en question nos façons de voir les choses, ça ne donne pas forcément la solution finale. Et quand l'architecte arrive, lui, il apporte la réponse à tout ça. Mais si nous n'avions pas passé par un programmiste au départ sur les bâtiments existants que nous avions rénovés, je pense qu'on aurait eu du mal à entendre l'architecte. Entendre une réponse et on s'était remis en question sur nos premières idées. Et on entend ce que dit l'architecte, et en même temps, si le programmiste peut rester sous la forme de questionnement sans avoir donné les réponses, pour que ce soit l'architecte qui donne la réponse, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'école. Hein. C'est-à-dire que la réponse était très éloignée des différents scénarios d'implantation. Mais effectivement, ça a permis de nourrir le projet. Donc ça, c'est vraiment un sujet de... Un programmiste, à mon sens, il doit poser des questions. Il doit ouvrir plus que fermer. Mais là, c'est un programme très simple. Hein. On est sur un bâtiment très très simple. Donc le programme a été plutôt celui de cahier des charges de la Poste. Est-ce qu'il y a sur ces points-là des questions? Sinon, alors, je parais très savant comme ça, mais en fait, la réunion a été préparée par les équipes du CLIE et de Novavid, et donc j'ai plein d'antisèches qui m'ont été donnés par mes collègues qui me permettent d'essayer de vous poser quelques questions. Alors,
Ingrid Dory, architecte à l'agence Faro. J'avais une question sur le travail en coupe, qui est très fin. On sent bien que le volume est issu de la volonté d'avoir le maximum de versants photovoltaïques, des débords de toit pour protéger les livraisons, sans monter trop non plus. Et je voulais savoir si cette forme en double nef était également la résultante de la réversibilité possible du bâtiment et donc de sa divisibilité en deux futures ou pas du tout. Et j'irais, en plus, est-ce que, puisqu'on voit aussi quelque part que vous voulez faire une extension, vous avez imaginé une extension, est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer une troisième pente en extension un jour? L'extension, elle a été pensée en extrusion du volume. Et effectivement, les premières études, le bâtiment avait été implanté dans l'autre sens. On a vraiment fait, il y a eu quand même beaucoup d'essais en maquette aussi, d'implantation. C'est la résultante, principalement effectivement la question du photovoltaïque, des débords de toit pour abriter les livraisons, pour abriter les façades aussi. Imaginez un bâtiment qui vieillisse mieux. Et puis la topographie, quoi. Clairement, ça me semblerait compliqué, même si pas impossible, mais de rediviser le bâtiment, d'individualiser chacune des deux nefs. C'était pas ça. En tout cas, ça n'a pas été pensé comme ça. Ok. Si on regarde un peu à l'extérieur, donc vous avez un parking municipal qui n'a pas l'air d'être très intercommunal, mais il a l'air un peu artificialisé, comme ça vu de nez à nez, rapidement. Et vous parlez d'un parking drainant. Comment est-ce que vous y êtes pris et quel type de conseils vous pouvez donner ici aux collectivités qui voudraient faire un parking plutôt orienté ZAN Alors, le parking, c'est vraiment au droit, effectivement, au droit des emplacements, des stationnements en pavé drainant. Tous les cheminements piétons ont un versant, on ramène ça dans des douves. Alors qu'on peut voir, on a créé des petites douves en périphérie du bâtiment qui récupèrent les eaux pluviales. Et l'idée, on a essayé de limiter. Alors vous voyez là, on voit la gération du semi-remorque. On a essayé de faire en sorte que la partie, parce qu'il faut imaginer quand même que là on n'a pas le choix d'imperméabiliser. On a des impératifs de tenue de voirie quand même assez importants. Mais ça a été effectivement plutôt qu'on aurait pu imaginer, naturellement, ce qu'on peut voir la plupart des temps, on imperméabilise tout ici. Là, on a essayé de conserver le plus possible sur les franges des espaces végétaux. Et puis après, c'est toute l'idée de venir drainer, de récupérer l'eau en périphérie du bâtiment et de la réinjecter dans l'anneau. L'anneau qui, donc pour l'instant, on ne le sent pas encore, mais qui a l'objectif quand même dans un plus de végétation. C'est-à-dire que là, elle est un peu sèche. L'idée, c'est qu'elle retrouve une certaine une foisonnance végétale, en quelque sorte. Et puis, une séparation. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout intervenu sur ce parking. Absolument pas. On en a profité pour rentrer, pour faire rentrer les camions. Et l'usage d'autres mobilités dans une commune comme la vôtre, monsieur le maire, que l'automobile, c'est des questions que j'imagine les habitants commencent à se poser. Comment est-ce que vous facilitez le changement d'usage? On n'a pas vu de parking à vélo là, mais est-ce que les possibles peuvent venir à vélo le matin? Tout à fait. Nous sommes sur une route à grande circulation, la D23, à l'axe Caen-Angers. Et tout au long de cet axe-là, nous avons une voie verte qui a été créée. Alors, on l'appelle voie verte puisqu'elle est mixte piéton-vélo. Et donc là, actuellement, nous avons un projet de liaison qui va se faire. C'est une passerelle qui est alors, votre sujet précédent est pertinent. Nous allons faire une passerelle de 38 mètres plus 18 mètres, vous voyez, pour traverser la Varenne et assurer le lien entre le cœur de ville, les activités scolaires, sportives et publiques de la commune et cette grand axe que nous avons. Alors sinon sur la mobilité, nous sur Ambrières et surtout le bocage vallinais d'ailleurs, notre problématique c'est la distance entre les agglomérations et l'insécurité sur les routes, puisque ce sont des routes qui ne sont pas très larges. Et là, ça c'est une vraie contrainte. Par contre, à l'intérieur de la collectivité, c'est possible. Il y a eu des plans vélos sur la communauté de communes qui ont été mis en place sur 2 ans. Là, nous avons cessé ces plans vélos. Nous sommes plutôt partis sur le soutien sur le transport à la demande et le covoiturage.
Et sur le covoiturage, d'ailleurs, nous avons été étonnés des résultats, puisque sur tout le bocage mayennais, l'axe principal de déplacement, et sur Mayenne Communauté également, c'est l'axe Mayenne-Ambrières, dans un sens comme dans l'autre, puisque nous sommes avec des coefficients d'emploi supérieurs à 1. Donc nous avons de l'emploi plutôt masculin sur Ambrières, plutôt féminin sur Mayenne avec le secteur de la santé. Et il y a une autre formule qui vient de se développer par le département, c'est 5 essais qui ont été faits en Mayenne sur le système covoiturage autostop. Et où il fallait donc répondre à un arrêt dans les 10 minutes et une destination réussie. Et à 92% du test, sur 65 tests qui ont été faits, nous sommes à un arrêt en moins de 10 minutes et avec également une destination qui est à 97% obtenue. Donc sur ces échanges-là. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions alternatives et c'est plutôt la voiture collective compte tenu de notre configuration et le vélo sur les circuits plus courts. En proximité. On avance, on arrive vers la fin et on a vu que vous avez eu, le chantier s'est déroulé à une période un peu particulière avec des tensions sur les prix des matériaux et notamment sur le prix du bois. Avec le conflit en Ukraine, c'est le bois le premier qui a commencé cette inflation qu'on a connue. Comment est-ce que vous avez traité ça, vous de votre côté? Est-ce que vous avez fait des alternatives à un moment où vous vous êtes dit on va changer les matériaux? Et puis j'imagine que du côté de la commune, vous avez dû aussi peut-être passer à la caisse. Comment est-ce que vous avez procédé à ce moment-là? Oui, l'alternative, en réalité. Non, vous n'avez rien changé, le projet est resté tel quel. Pour nous, quand on a quand même eu une discussion à l'été pour trancher sur 2020. Oui, parce que il est évident que le résultat des appels d'offres sur notamment un lot faisait que le compte n'y était plus pour la commune, puisque l'objectif pour la commune c'était une opération neutre, c'est-à-dire que les loyers devaient couvrir les annuités. C'était aussi simple que ça. Alors l'augmentation du coût est évidemment, je l'ai tranché à l'aveugle parce qu'il fallait avancer dans les dossiers, en prenant le risque, mais ce n'est pas le seul qu'on prend sur les collectivités. Et ensuite, il y a eu renégociation avec la Poste qui a revu à la hausse son loyer et qui nous a permis de couvrir. Voilà. Quand on a des bons partenaires et qui comprennent les enjeux, donc l'objectif est atteint. Nous, actuellement, les loyers couvrent les annuités, donc opération neutre pour la commune. Et c'est comme ça que l'architecte n'a pas eu à aller chercher d'autres types de matériaux, des solutions... Alors, en même temps, on ne peut pas dégrader le projet et... Voilà, il faut assumer quand on fait des projets et trouver des solutions. Les solutions, c'est quand on est dans des systèmes comme ça, c'est de convaincre quand même l'acteur qui était la Poste, qui bénéficie d'un bâtiment qui est très intéressant et qu'il apprécie. Donc il faut qu'il comprenne aussi que derrière, il faut qu'il y mette un peu les moyens également. On ne peut pas faire supporter uniquement à la collectivité. Et puis, dans d'autres situations, c'est de décaler des projets et de tenir les objectifs. C'est une question de temps après. Dernière question dans la salle. Non, Madame, je vais vous donner le micro et vous allez vous présenter. Géraldine Hubert, architecte. Non, je m'interrogeais justement sur la gestion des eaux pluviales sur la partie qui est creusée en toiture, notamment. On a eu des fortes pluies dernièrement. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... C'est une piscine en fait. C'est une étanchéité. Ouais. Et du coup, ça descend. Et l'eau, elle est partie où après? Oui, il y a une descente d'eau pluviale intérieure, qui est visitable dans un espace technique, et puis qui rejoint le réseau d'eau pluviale. Donc ça va dans le réseau et pas... Avec une surveillance. Pas dans le réseau. Ça va dans l'anneau. Tout va dans l'anneau. Mais ce qui fait que l'anneau, elle a quand même une capacité d'infiltration. Qu'est-ce qu'elle est, quoi. Le sol, il a une capacité d'infiltration. Et je pense qu'à certains moments, ça passe à la surverse quand même. Oui, s'il y avait au-delà de 40-50 mm qu'on a eu, la partie complémentaire va aller dans les réseaux. D'accord. Mais sur l'EHPAD qui va se faire, on a le même raisonnement. L'eau va être stockée naturellement. Le surplus. Elle sera stockée naturellement dans une eau. Ça, c'est un élément important. Quand nous ferons l'étude sur la gestion de l'eau à la parcelle, on ne prend pas forcément en considération la capacité de nos sols
à la filtration. Et notamment, nous sommes sur du rocher également par endroit. Donc c'est un peu compliqué. Donc la règle que nous avions tenue sur la commune, c'est d'imposer à l'architecte de nous démontrer que la filtration à la parcelle n'est pas possible. À partir de là, je déroge à la règle, c'est le maire qui a le pouvoir de déroger dans ce cadre-là, mais ça oblige quand même l'architecte à intégrer et à démontrer. Si on avait mis une règle d'imposition aveugle, nous allions nous retrouver dans des impasses avec des non-faisabilités un peu embêtantes, compte tenu de l'hétérogénéité de nos sols. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. On va vous remercier. On se redonne rendez-vous à la fin de l'été pour voir comment le bâtiment se comporte avec un été chaud, qu'on peut espérer. Et donc merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve, on fait une pause là maintenant, on se retrouve à 11h pour le deuxième projet. Et donc à tout à l'heure. Technique, sinon ce serait pas drôle. Ah. C'est trop pointu comme technologie. Donc si vous voulez bien vous installer. Et on a la chance d'avoir Vincent Seyeux, qui représente la CCI de la Mayenne, et qui est un homme à multiples casquettes, nous disait un récent article de Ouest France. Agriculteur, entrepreneur, développeur, et vous allez nous donner en conclusion un petit... vous allez élargir le propos autour de la question des bâtiments à vocation économique, un petit peu quel type de questions on peut se poser à la CCI. Sous forme de questions, il n'y a pas de réponse toute donnée. Et vous avez compris que je suis en train d'occuper le temps, là, comme on faisait à l'époque, à la télé, vous savez, SVP 24-24. Allô, Cognac G, où est-ce que vous en êtes sur le PowerPoint? Non, ça n'a pas encore démarré. Et donc, on est ravis que la Chambre de commerce nous ait proposé d'être présente pour conclure cette matinée sur les bâtiments à vocation économique qui comportent des matériaux biosourcés. Donc ce matin, on a démarré avec le centre de tri postal à Ambrières-les-Vallées, avec Tristan Brizard et Guy Ménard. Et maintenant, nous allons arriver dans le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui. Et je vais proposer tout de suite à Ingrid Nori, qui est architecte chez Faro Architecte et Urbaniste, et éventuellement Philippe Guéville, qui est le DSI de Fiteco, de faire une présentation en duo pour une vingtaine de minutes, ou toute seule, enfin vous voyez comment vous y prenez. Et puis après on aura une quarantaine de minutes d'échange avec la salle, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc à vous la parole. Je laisse faire. À ce moment-là, vous revenez pour les échanges avec la salle dans 20 minutes. Très bien, à tout de suite. Alors, je pense que oui, la ZAC fonctionne. On est super. À vous la parole. Bonjour à tous, donc Ingrid Nori, architecte au sein de l'agence Faro. Donc Faro, c'est une scope d'architectes où on est tous associés. Donc on avait déjà un travail, un fonctionnement plutôt à l'horizontale, un peu égalitaire. Donc pour nous, ça a été assez naturellement au moment de la fusion, parce qu'historiquement, en fait, c'est la fusion de deux agences qui sont implantées au Mans depuis à peu près 20 ans. Donc au moment où on s'est associés, ça a été assez naturel pour nous de tout de suite opérer la transformation en société coopérative. Nous avons été missionnés par le groupe Fiteco, donc ce sont des comptables, implantés historiquement depuis très longtemps en Mayenne, et ils ont leur siège social avant celui-ci qui est situé juste à côté, c'est le bâtiment en inox que vous apercevez là. Et ils ont une croissance nationalement qui est assez exponentielle, donc ils étaient à l'étroit dans leur siège qu'ils occupaient, et ils avaient la volonté très forte de rester avec cet ancrage territorial en Mayenne et de ne surtout pas délocaliser le siège à Paris. Donc il y avait vraiment cette volonté forte de rester ici, près de Laval. Et ils ont donc acquis le terrain à côté de leur actuel siège, et la demande a été faite de créer un nouveau siège social, puisque l'ancien siège devient du coup une agence locale, un nouveau siège social
avec une demande forte de casser les codes. Ils avaient le retour d'usage de quelques dizaines d'années, je ne sais plus combien, je vais dire une bêtise, 15 ou 20 ans passés dans le bâtiment d'à côté, alors que nous, architectes, on le trouve très beau, il est très bien dessiné, c'est un bel objet, mais à l'usage, il a un côté tellement bien dessiné, la moindre chose est alignée, qu'il était vécu comme un peu trop aseptisé et manquant de modularité. Il y avait du vocabulaire utilisé, un peu comme par exemple les fenêtres verticales, c'est trop meurtrière. Il y a tout un langage comme ça qui a nourri, nous, notre proposition de faire un siège, et puis il a un côté un peu high-tech, il est en inox, voilà. Ça a nourri notre proposition de faire un nouveau siège social qui dialogue avec le siège existant, mais qui prend un peu le contre-pied, ne plus être sur des matériaux ultra high-tech, mais revenir à des matériaux plus rustiques, nobles et bruts. Donc le bois, le métal, le béton, la terre cuite. Et sur la demande de casser les codes, c'était de ne plus avoir de bâtiments, de bureaux individuels cloisonnés en plaques de plâtre, ce qui rend le bâtiment complètement figé. Donc voilà, il fallait que ça soit extrêmement modulable. Il fallait qu'il y ait casser les codes, donc ça veut dire ne plus avoir de bureaux forcément individuels, mais avoir beaucoup de petits espaces comme ça qui gravitent. Et puis en plus, c'était juste avant le Covid, mais on a démarré le chantier, c'était juste après le confinement. Donc vraiment la notion de vivre dans son lieu de travail avait un peu changé déjà. Et voilà, même s'il y avait la distanciation sociale à ce moment-là, le besoin était de ne plus s'isoler dans des bureaux, d'avoir des espaces d'échange, un peu sur les modèles un peu start-up, des tiers-lieux, des espaces de détente, mais qui contribuent à une qualité de vie au travail, un bien-être au travail. Donc c'est un chantier qui a été réceptionné maintenant il y a 1 an et demi à peu près, septembre 2022. Donc sur l'implantation du bâtiment, on est dans une zone d'activité plutôt tertiaire. Il y a la route de la Mayenne qui est très passante là sur la droite du plan. Le nord est vers le haut du plan. Et donc il y a une haie qui est existante, qui vient masquer le passage, la fréquence de passage sur la route de la Mayenne, et qu'on a surtout proposé de conserver en l'état. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand on prenait le café dans la salle de pause. Ça vient faire un écran végétal, une haie bocagère vraiment conservée, qui fait qu'on oublie complètement que derrière il y a une route très très passante. Et puis comme on est orienté plein est ici, ça fait bien évidemment l'été un masque végétal, le soleil étant plus à l'horizontale. Sur l'implantation, il y avait la volonté de fonctionner avec le bâtiment existant, puisqu'en fait, à gauche du siège actuel, vous avez le parking des salariés et à droite le parking des visiteurs. Donc au niveau de l'implantation de l'entrée principale, il fallait absolument que ça soit assez évident et fluide en venant du parking existant public et invité, et que le parking du personnel, il y avait une demande forte de stationnement, une centaine de places, donc on voit que ça prend une grande partie de la parcelle, que ça soit dans la continuité également du parking du personnel existant. Il fallait également qu'il y ait une possibilité d'extension future, puisqu'on a livré le bâtiment avec environ 1/3 de locaux disponibles. J'ai posé la question tout à l'heure, ils ont quasiment tous été investis déjà. Et donc c'est pour ça qu'il y a une place plus au sud du plan qui permettrait une extension future. Donc la programmation, c'est, comme le disait M. Guéville tout à l'heure, principalement c'est du tertiaire, c'est un siège social qui regroupe toutes les fonctions qui étaient dispersées sur plusieurs sites en Mayenne, donc les ressources humaines, la direction, la communication, le juridique, tous ces services-là.
Et il fallait, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, casser les codes. Donc se sentir bien au travail, avoir le sentiment d'appartenir. On m'entend bien, j'ai l'impression que ça va-y. Est-ce que c'est mieux? Oui. Cette notion de regrouper tous ces services différents autour d'un atrium qui met en relation les 3 niveaux, qui devient un lieu de vie autour duquel gravitent tous les tiers-lieux, les espaces de détente, qui est le centre circulation verticale, donc le passage obligé où les différents services peuvent se croiser. Au niveau des, on va dire, ambitions environnementales, du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, il n'y avait pas de demande au-delà de ce qu'imposait la réglementation. Donc c'est un bâtiment qui est sur la base de la RT 2012. Mais ils nous ont fait confiance et on a essayé d'aller un peu au-delà dans la conception même du bâtiment. Et puis, on parlait aussi tout à l'heure sur le projet de la rétention des eaux pluviales à la parcelle. Au moment où on a fait ce projet-là, il n'y avait aucune imposition réglementaire de le faire. Néanmoins, nous, on est implanté en Sarthe et chez nous, c'est une obligation qui est très très stricte et très très forte. Donc, on est un peu conditionné par ça. Donc, ça nous semblait naturel de créer des noues. Donc, le long du bâtiment, vous avez dans le perpendiculaire au sens naturel des écoulements, des noues paysager plantées. Donc, les plantations vont bien sûr prendre de plus en plus de place. Donc, l'enracinement, les plantes vont déjà en elles-mêmes recueillir une partie des eaux de pluie. Et donc il y a uniquement le surplus qui est rejeté au réseau. On a également proposé au maître d'ouvrage, qui nous a fait confiance, qui nous a suivis, de ne pas imperméabiliser 100% du stationnement. Donc ne sont enrobées uniquement que les voies de distribution. Et toutes les places de stationnement en elles-mêmes sont en nid à gravel. Donc c'est du gravillon, donc totalement poreux. Par rapport au choix constructif, on a décidé de ne pas faire ce qui était le plus simple, de ne pas faire comme dans du tertiaire classique avec des dalles de faux plafond 600-600 démontables dans lesquelles sont cachées toute la technique. Là, on a voulu raisonner en termes de frugalité de matière. Utiliser vraiment les matériaux intrinsèques, les propriétés intrinsèques de chaque matériau pour les utiliser à leur juste valeur. C'est-à-dire que, et puis on voulait alléger aussi le bâtiment pour avoir moins de béton au niveau des fondations. Donc le principe, il est assez simple. Hop, vous voyez sur la coupe, nous avons un système poteau-bois qui s'allège, dont le diamètre s'allège au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, puisque finalement, au dernier niveau, il n'y a que le toit, il n'y a pas de charge d'exploitation à reprendre. Donc on a dimensionné la manière vraiment au minimum. Ces poteaux bois supportent des poutres métalliques perforées, alvéolées, dans le but également toujours d'optimiser la hauteur du bâtiment. Et ça permet surtout le passage des réseaux et de ne pas avoir la superposition des réseaux puis de la structure. Donc voilà, des poteaux bois qui supportent des poutres métalliques maîtresses, dans la hauteur desquelles on a tramé pour qu'on puisse rester en solive, bois massif traditionnel, sans aller sur du bois lamellé collé. Donc c'est vraiment du bois massif traditionnel, avec des portées, je ne sais plus, de 4,50 m, ce qui est autorisé. Au-dessus desquels vient prendre place un plancher qui est mixte bois-béton. Donc on a un fond de coffrage qui est contreplaqué, vous avez pu le voir dans les bureaux et dans les circulations. Le contreplaqué donc, sert de fond de coffrage au béton qui coule au-dessus, et il reste donc apparente. La finition, il n'y a pas besoin d'en apporter d'autres. Et par des connecteurs métalliques, une dalle béton dimensionnée à ce strict nécessaire, 7 cm d'épaisseur. Il vous reste 6-7 minutes. Ok. 2 noyaux structurels en béton, pareil, qui restent apparents, qu'on a souhaité ne pas plaquer par une plaque de plâtre ou autre, tout reste apparent. Merci. Et les façades en ossature bois non porteuses. Ce
qui fait que simplement avec la structure même du bâtiment, l'ambiance générale des espaces intérieurs est déjà donnée. Il n'y a presque pas besoin d'en rajouter. Les réseaux, on les voit, vous avez pu les voir, sont bien rangés. Gros travail en chantier avec les entreprises pour faire d'habitude on vise pas trop les plans de réseau, ça passe dans les plafonds, c'est caché. Mais alors là, il a fallu que tout soit tracé au cordeau, qu'il y ait une bonne coordination entre l'électricien et le plombier chauffagiste. Donc ils ont vraiment fait un super travail. Ils se sont pris au jeu. Vraiment, ils étaient eux-mêmes force de proposition pour faire les raccords les plus beaux possibles. Donc c'était assez appréciable. Et puis, que dire d'autre ? Beaucoup travaillé sur la lumière naturelle. Le bâtiment existant en face, il a également déjà un atrium sur les 3 niveaux, mais sur lesquels donnent très peu les bureaux. On a l'impression que sa seule fonction, c'est d'apporter de la lumière. Les garde-corps sont pleins. Enfin voilà, aujourd'hui, il a été un peu décloisonné et ouvert. Mais donc on leur a reproposé un atrium en leur disant ne vous inquiétez pas, cette fois-ci il sera lumineux, il aura une fonction de circulation verticale, il aura une fonction également on circulera autour, il y aura des espaces vivants, animés qui ponctueront cet espace central. Et vraiment c'est un peu la pièce phare, on va dire, du bâtiment. C'est un peu l'effet waouh quand on rentre dans le bâtiment. Et puis ces 2 pièces maîtresses qui sont les escaliers d'un seul tenant en bois. Donc c'était assez magique en phase chantier parce qu'on les a vus arriver par la grue. On n'avait pas encore posé le toit et ils sont venus s'implanter comme ça par-dessus l'atrium. C'était assez beau. Pareil, des entreprises majoritairement locales qui se sont vraiment pris au jeu du tout apparent. Également pour le béton. J'ai été assez exigeante, on a été très exigeante sur la qualité du béton qui est simplement la durée. Donc on voit les imperfections, on voit le bullage, voilà, c'est accepté, c'est souhaité. Un plan très modulable puisque c'était la demande principale. Et comme j'expliquais tout à l'heure, les menuiseries, donc, pour prendre le contre-pied de ce qu'ils avaient avec des fenêtres verticales où ils ne le vivaient pas très bien, donc, du coup on a proposé des grands bandeaux filants horizontaux mais qui permettent à tout moment de recevoir des cloisons modulaires. Donc c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, les meneaux sont élargis de sorte à recevoir sur une trame sous-divisée d'1,35 m qui est la trame classique de bureau, une cloison. Donc les réseaux apparents, pour la partie bureau, on a quand même rajouté de la correction acoustique pour optimiser vraiment le confort de travail au niveau de chaque poste. Et au niveau du chauffage, vous avez posé la question, il y a une simulation thermodynamique faite du bâtiment en phase conception par le bureau d'études thermiques. Donc c'est pour ça qu'on a proposé des vitrages à contrôle solaire, on a des protections solaires extérieures pour toutes les façades sud, est et ouest, par BSO, ça veut dire brise soleil orientable. Donc c'est des stores extérieurs à lame horizontale qui s'orientent, qui sont dissimulés derrière le barnage tuile. Donc voilà, une protection solaire extérieure qui apporte un meilleur confort d'été puisqu'on empêche les rayons du soleil de produire leur effet de serre et de surchauffe puisqu'ils ne pénètrent pas le vitrage. Mais ça nécessite aussi une exigence, une rigueur d'usage de la part de l'usager. Donc c'est aussi à eux de baisser à temps les stores pour ne pas laisser la chaleur entrer. Enfin voilà, ça c'est tout. Donc ça va faire le 3e été qu'ils vont passer dans leur bâtiment. Bon, on n'a pas eu de mauvais retour, donc j'imagine que ça se passe bien. Pour le confort d'été, on leur a proposé un balayage naturel de façade donc par ces châssis de surventilation nocturne en ouvrant la porte des bureaux et puis avec la convection vers le haut de l'atrium, nous avons des sheds dont les ouvrants sont automatisés et connectés à la station météo, ce qui fait que quand il pleut, ils se ferment automatiquement. Et on a tenu au niveau de l'atrium à le maintenir en pleine terre. Donc il n'y a pas du tout de béton de coulée à cet endroit-là, c'est pas une jardinière, c'est vraiment on l'a laissé en pleine terre. Pendant le chantier, on a été vigilant à ce que ça ne serve pas de déversoir à produits ou autre, donc vraiment l'espace était condamné. Et ça permet au niveau hygrométrie et également par l'évapotranspiration des plantes de favoriser également le balayage et de décharger le bâtiment la nuit de son surplus de chaleur.
Que vous dire d'autre? Voilà, un gros travail en chantier sur les détails de mise en œuvre avec des entreprises qui vraiment, j'ai apprécié, se sont pris au jeu de la mise en œuvre soignée. Voilà, on avait donné le là dès le départ, c'était l'exigence en démarrage réunion de chantier. Et les conducteurs de travaux et les équipes qui réalisaient les travaux, vraiment là-dessus, ont été super. Voilà, un gros travail c'est un chantier pour lequel la période de préparation de chantier a été plus longue que sur d'autres bâtiments tertiaires qu'on a pu faire. D'une part, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de détails d'exécution, c'est une structure mixte. Les réseaux apparents, donc il a fallu que tout soit calé quasiment même avant de démarrer. Donc il y a eu environ quasiment 4 mois de préparation de chantier, juste d'établir des plans d'exécution, des visées avant même de démarrer les fondations. Donc c'est plutôt un ratio assez long, mais c'est pour qu'ensuite ça roule mieux et qu'on ait anticipé tous les problèmes en amont. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Si on veut bien vous applaudir. Moi, pour commencer, j'avais envie de vous demander, quand vous dites mise en œuvre soignée, comment ça se traduit concrètement? Alors d'abord, pour vous, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que eux, vos équipes ont dû faire? Eh bien, ça, c'est simplement déjà en phase négociation, avant même de signer les marchés. Pour certains corps d'État, notamment la charpente, qui faisait également charpente bois, charpente métallique, le maçon pour lequel les bétons étaient apparents, et les réseaux, donc électricité et tout ce qui était fluide. Là, on a passé le mot. Au départ, en disant attention, je serai chiante sur le chantier, attention, on a cette exigence-là. Vous avez vu, dans le marché, il n'y a pas de faux plafond, ça sera apparent. Voilà. Vous avez fait déposer des choses ou vous leur avez fait une menace très peu. Oui. Non, franchement, très peu. Parce que j'ai préféré, j'avais expliqué au maître d'ouvrage, j'ai préféré prendre le temps de la préparation de chantier. Parce que généralement, 4 mois, un maître d'ouvrage peut trouver ça long et s'inquiéter de dire comment ça se fait. Les plaques sont toujours pas sur le chantier. Donc on était dans la cabane de chantier, mais c'était vraiment la mise au point de détails d'exécution en papier, principalement. Mais pardon, un béton soigné, en quoi c'est différent d'un béton pas soigné? Déjà, c'est dans la prescription. Donc on a demandé un béton architectonique. Donc dans la prescription, c'est-à-dire qu'il y a des adjuvants qui font qu'il se décoffre mieux, qu'il y a moins de bullage, il se vibre mieux, donc on voit pas les gravillons en pied de mur, donc il coûte un peu plus cher. Et puis c'est vraiment de faire prendre conscience à l'entreprise qui répond, attention, il ne sera pas caché, il n'y aura pas de plaquage de BA13, il sera juste lasuré, donc vous décoffrez bien. On a calpiné, le calpinage aussi des manches. La hauteur des trous de manche. Donc ça fait partie des 3-4 mois de préparation, ce calpinage-là? 4-5 mois. C'est vous qui avez fait le calpinage ou ce sont les entreprises qui l'ont fait? On a donné, nous, un fil directeur. On a dit, voilà, on veut par exemple que le joint horizontal il s'aligne avec le linteau, on a donné une ligne directrice, et ensuite ils ont fait leur plan, qu'on corrige. Ils le font, et quand c'est bon, on y va. Et puis il y a des contraintes techniques aussi, il y a des dimensions de banches standards qui font que... Et sur les fluides, donc c'est effectivement ce qui est le plus apparent quand on arrive, de voir les systèmes apparents. Qu'est-ce que ça change et est-ce que ça représente un surcoût au global, ce travail-là, et ça paraît simple, donc on a envie de se dire pourquoi est-ce que c'est pas généralisé. Donc c'est simple, c'est pas simple. Il y a nécessairement un surcoût par rapport à mais on n'a pas le faux plafond. Le surcoût est lié au fait que, par exemple, le chemin de câble, on choisit avec des perforations et pas... On aurait pu aussi choisir le modèle gris, ça aurait pu aussi. Bon, là, on s'est dit, c'est quand même un siège social. L'école de design à Nantes a choisi les grilles, mais il nous disait quand même que le chemin des grilles avait été un peu travaillé, mais sinon on se retrouvait avec voilà, on aurait pu aller plus loin dans le apparent brut, on aurait pu aller plus loin. Bon, je pense qu'il faut aussi y aller par étapes. Monsieur Guillu nous avait rejoint.
Déjà, expliquer que tout va être apparent, c'est déjà une première étape pour une maîtrise d'ouvrage qui n'a pas forcément Ça a été l'habitude pour la d'avoir des direction bâtiments. une véritable intégration. Bon, je dois avoir assez de voix. Rapprochez-vous voilà, qu'on voit Ça a bien été sur l'écran. pour la direction une véritable interrogation quand on a commencé à dire ok, bah, tout va être apparent, quoi, les chemins de câbles, etc., etc. Là, j'ai vu des regards interrogateurs. Donc il a fallu travailler, il a fallu persuader. Vous leur avez montré des photos, comment vous avez persuadé? Comment on fait ça? On avait modélisé intégralement le bâtiment, donc c'est vrai qu'avec la maquette 3D, les vues perspectives, j'avais modélisé les réseaux pour qu'ils comprennent bien, sont assez fidèles du résultat final. Donc voilà. Et vous dites la direction, mais il y a aussi le personnel aussi. D'ailleurs, quand même, vous nous donnez des bureaux. À ce niveau-là de la conception, quand on a fait ces choix-là, les collaborateurs n'étaient pas dans la boucle. Ils étaient dans la boucle, vraiment la partie de la direction qui a participé au projet. Et donc, ça a été simplement sur plan, vous avez réussi à les convaincre. Sur la concertation, c'est toujours un point qui est intéressant, vous êtes revenu un tout petit peu là-dessus. Comment vous avez procédé pour comprendre, écouter les besoins? Vous disiez vous avez un bâtiment en face, donc est-ce que vous avez fait une sorte d'audit? Est-ce que c'est l'entreprise qui a essayé d'auditer, de comprendre les besoins? Comment vous avez procédé là-dessus? Ça a été une expression de besoin et ça a été de nombreux allers-retours. Ça a été clairement de nombreux allers-retours jusqu'à ce qu'on se comprenne bien, qu'on soit en phase sur ce qu'on avait envie. Nous, on n'est pas doués pour exprimer ce qu'on veut. Et ça provoque un joli sourire. On est d'accord. Ça a l'air d'être vrai. On n'est pas doués, c'est pas notre métier ni les uns ni les autres. Donc, on a des idées, on les expose comme on peut. L'architecte les retravaille, nous propose quelque chose. Oui, mais. Et en avant, on est reparti pour une boucle. Donc, il y a eu un certain nombre de boucles. Et puis de votre côté aussi, il y a eu une évolution aussi de la vision voilà. Entre le tout début, le tout premier projet qu'on avait dessiné et la dernière consultation d'appel d'offres qu'on a fait, le côté casser les codes a été encore plus loin. La demande était encore plus forte. Je pense qu'aussi c'était lié à l'effet un peu post-Covid. À l'effet aussi de la perte d'attractivité. Je pense que pour donner envie aux gens de revenir à l'entreprise. Aux gens de venir travailler et ça, ça marche, c'est essentiel. Je veux dire, moi, quand je recrute, je reçois les gens, bien sûr, en entretien avant, hein, et je les reçois ici, et je n'hésite pas à leur montrer le siège. Et c'est un vrai facteur de recrutement. Donc, il faut être conscient que l'architecte, quelque part, il a un vrai rôle vis-à-vis de la société pour laquelle il travaille, c'est qu'il fait partie de l'équipe de recrutement. Félicitations. Donc, voilà, est-ce qu'il y a eu des ateliers participatifs avec le personnel ou simplement c'est du travail classique? On a, au tout début, on avait rencontré, avec Fabienne Pommier, qui est co-gérante de la SCOP, on avait rencontré les chefs de chacun des services pour voir comment ils fonctionnaient, quels étaient leurs besoins en termes d'open space, de bureaux. Donc on a fait ce travail-là, ce qui nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnait le siège et les interactions entre les services. Néanmoins, ce que je disais tout à l'heure, entre le démarrage du chantier et la fin du chantier, les plans ont bougé 3-4 fois. Même après l'appel d'offres. Et ça, c'est insupportable pour l'architecte, non? Que les plans bougent? Non? Ça va? Le bâtiment a été conçu pour être modulable. On a vendu cette idée-là, on a dit qu'on y répondait. Donc, on s'est adapté et le chantier est assez épuisant, mais j'ai adoré. C'est vraiment, enfin, dans le suivi des détails, on n'est pas des clients faciles. C'est un régal. On n'est pas des clients faciles. Sur les espaces collectifs que vous avez imaginés, ou même l'ensemble des espaces que vous avez imaginés, quand vous revenez, ils sont utilisés tels que vous avez imaginé ou est-ce que les occupants vous surprennent? Non, je pense que les espaces ont l'air d'être vraiment investis tels qu'ils ont été imaginés. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a, quel type de retour vous avez comme ça du personnel quand ils sont rentrés? Alors, il y a eu un véritable effet waouh aux premières visites, quand on a fait visiter les collaborateurs, quand le bâtiment a commencé à ressembler à quelque chose, quoi. Hein. Il y a eu un véritable effet waouh. Et clairement, les gens étaient impatients de prendre possession des locaux. Après, bon, il y a toujours des bricoles et on a ajusté pas mal de choses. On avait encore des cloisons là, hier qui étaient en chantier à déplacer, voilà. Mais globalement,
les espaces aujourd'hui sont utilisés pour ceux qu'on avait imaginés. Si ce n'est qu'on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus de communication par visio, etc. se fait, contrairement à il y a 3-4 ans. Donc là, vous avez plus de petits bureaux, non? Donc voilà, on a presque, il faudrait presque parfois plus de petites salles qu'on en a. Mais bon, on s'en arrange. On y arrive, c'est une question d'organisation. Mais on a un taux d'occupation de petites salles de réunion bien supérieur à ce que j'imaginais. Et les voisins d'en face, ils ont envie de s'installer ici. C'est qui ça? Oui, alors vous écoutez. Quelque part, oui, ils nous envient de bâtiment. Surtout que celui-là, bon, c'est une horreur, notamment quand il fait chaud. Celui qui a eu l'idée de mettre des plaques d'inox autour d'un bâtiment, pitié, ne refaites pas ça. Alors, le téléphone passe pas, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il faut mettre autour d'un bâtiment pour qu'il fasse pas chaud dans le bâtiment? C'était une donnée qu'on a intégrée quand on leur a proposé. Il y a eu plusieurs essais de matériaux en façade et on est arrivé à la conclusion de mettre de la tuile de terre cuite vernissée blanche. Donc effectivement, on vit quelques étés de plus en plus caniculaires. Ça devient quasiment la norme. Donc le fait d'avoir du blanc, d'avoir la terre cuite, donc c'est une certaine inertie. Le blanc, on sait très bien que maintenant ça renvoie beaucoup plus la température. C'est autant de degrés qui ne sont pas transités vers l'intérieur. Et puis surtout, c'est ventilé à l'arrière. Donc voilà. Confort d'été, donc vous avez fait 2 étés, 3 étés ici. Dont l'été. Le troisième, on attaque le troisième. Donc vous avez eu une petite pique de chaleur il y a 2 ans. Oui, bah comment vous l'avez vécu Ça se supporte bien. Bon, le bâtiment est rafraîchi, hein. Oui. C'est indispensable. Mais on est bien mieux ici qu'on était dans l'autre. Parce que on avait fait une simulation, donc une thermodynamique du bâtiment en phase conception, qui avait tout de même montré que il y avait des risques. Certaines zones, notamment au niveau sud-ouest, c'était des open space. De par leur orientation, malgré les protections solaires extérieures, mais surtout la quantité de personnes, les apports internes, parce qu'il y a quand même tout le monde travaille sur ordinateur, faisait que sans rafraîchir, c'était pas possible. La ventilation la nuit, on en parlait tout à l'heure sur l'autre projet. Vous avez travaillé là-dessus, sur faire la surventilation. Voilà, c'est ce qu'on a proposé au maître d'ouvrage, c'est d'avoir des ouvrants en façade. Permettant de les ouvrir la nuit sans craindre des infractions ni les insectes au lendemain matin. Et voilà, par le biais de l'atrium qui est en pleine terre, qui est végétalisé, les ouvrant en partie haute de l'atrium, de permettre au bâtiment de se décharger. Et vous avez des capteurs, vous avez pu constater comment ça se passait par rapport à la simulation? Par rapport à l'usage, est-ce que vous ouvrez ? Ça se passe pas mal. Si ce n'est qu'il faut considérer que le collaborateur moyen, il oublie assez rapidement. Donc il faut des rappels réguliers en disant ce soir, n'oubliez pas, ouvrez vos fenêtres. On est en période chaude, ouvrez vos fenêtres qui sont... Donc il n'y a pas d'automatisme, hein. Vous faites confiance au cerveau des gens. En termes de coût, d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent automatiquement. Il faudrait motoriser les fenêtres, etc. etc. Ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes aussi, parce qu'il faut que ça circule, même si la plupart des portes, l'air passe quand même dessous. Il y a eu des modules de formation du coup aux collaborateurs? Non, il y a eu de l'information. Comment ça s'est passé, l'appropriation du bâtiment par les collaborateurs, pour qu'on aille au-delà de cette question du module de formation? Est-ce qu'il y a, et y compris les nouveaux, est-ce que justement, sur cette question de ouvrir les fenêtres la nuit, etc., il y a... C'est le genre de choses qu'il faut rappeler, clairement. Mais en dehors de ça... C'est verbal. Oui, verbal, ou un petit mail à tout le monde. Mais il n'y a pas eu de souci particulier. Je veux dire, les gens, on a fait la visite finale avec eux, chacun a repéré son bureau. Quelques jours après, chacun a pris ses affaires à côté ou dans un autre bâtiment, parce qu'on avait un autre bâtiment qu'on louait, celui-là étant trop petit. Tout le monde s'est installé à sa place, s'est branché, parce que tout ce qui était informatique avait été fait avant, et a repris le travail. Et ça d'ailleurs c'est essentiel, l'outil de travail dans un siège c'est l'informatique. Donc ça veut dire clairement qu'aujourd'hui on ne peut investir un bâtiment qu'une fois que l'informatique est prête. C'est pas la peine, même si les murs, les peintures sont faits, les machins, les trucs, s'il n'y a pas d'informatique, ça sert à rien le bâtiment. Vous parliez des rigueurs d'usage tout à l'heure, toujours pour creuser ça. Comment est-ce qu'on s'assure de cette rigueur d'usage? Non, après c'est le rôle de l'exploitant, du maître d'ouvrage qui doit sensibiliser le personnel à baisser les protections solaires extérieures avant la surchauffe,
d'ouvrir la nuit. Enfin, On est d'accord, hein, les protections solaires, c'est à l'extérieur. Oui. La protection solaire à l'intérieur, ça n'a pas de sens, puisque le Bah, soleil, la chaleur est rentrée déjà. Le serre est déjà passé le On est vitrage. d'accord, c'est un petit message comme ça. Oui, extérieur, c'est plus efficace. Donc baisser les protections solaires, qu'est-ce que... Et puis la nuit, d'ouvrir les petits châssis, la porte du bureau. Et... Voilà. Après, on a une bonne inertie, on a quand même des noyaux béton qui contreventent le centre du bâtiment. Si je reviens sur le plan, donc là, c'est les deux noyaux que vous voyez ici, qui structurellement étaient nécessaires. Et ça nous a permis de mettre les locaux qui devaient être coupe-feu, voilà, directement dans la coque béton. Est-ce qu'il y a des questions, toujours sur ces points-là? Monsieur. Je voulais savoir est-ce qu'il y a eu, quel a été le mode de consultation du maîtriseur, si on a eu d'ailleurs, et est-ce qu'il y a eu un programme, un pré-programme, comment s'est passée la phase Alors le choix de l'architecte, j'étais pas dans le projet, j'en sais rien. On est venu par le biais de l'économiste, qui travaillait déjà sur d'autres projets Fitéco, voilà, cabinet Laplace. Et vous étiez seul, oui. déjà en Oui, il n'y a pas une mise en concurrence. Pas Voilà. de compétition. Donc après, on est venu avec des références. D'où les allers-retours aussi. Le feeling, il faut que le feeling passe bien, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Voilà. Ça a été la même chose avec les bureaux de... Attendez, vous allez aussi vous donner votre... Parce qu'en fait, on est enregistré, c'est pour ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous donner votre nom, s'il vous plaît? Ça a été la même chose pour les bureaux d'études, structure et... On a constitué notre équipe avec des gens à qui on avait l'habitude de travailler, en qui on avait confiance et dont on connaissait la qualité de travail. Y compris les entreprises qui ont fait le gros œuvre et... Non, les entreprises, il y a une consultation mise en concurrence. Voilà. Pour avoir des réseaux impec, comme vous dites, sur les zones apparentes, est-ce que vous avez fait plusieurs allers-retours avec les bureaux d'études Oui, ils étaient... Oui. Le bureau d'études, voilà, c'était le bureau d'études Bellec, donc avec qui on a beaucoup travaillé en phase conception. Ils avaient déjà tracé les grandes lignes de où se faisaient les croisements pour que ça soit le plus esthétique possible, le plus intégré dans la hauteur que permettait la structure. Donc voilà, il y a déjà eu un travail en conception et ensuite ça s'est affiné en plan d'exécution avec les entreprises. Et puisqu'on est avec ces choix techniques, en termes d'énergie, vous avez choisi quoi? Et est-ce que vous avez pensé à un moment aux panneaux photovoltaïques ou est-ce que c'est... Après, c'est une raison de coût aussi. Donc non, on est en pompe à chaleur. Ouais. Donc, avec des unités gainables à l'intérieur du bureau qui permet de faire le chauffage et le rafraîchissement également. On est tout en LED. Enfin, voilà, il n'y avait pas d'ambition autre. On avait à un moment donné fait chiffrer la toiture végétalisée, mais tout ça, ça a des coûts. Voilà, on a eu la chance pour ce bâtiment-là, parce qu'on a construit la dernière consultation, c'est faite pendant le confinement. On a eu la chance de commander le bois, je pense, juste avant la flambée des prix. Il y a eu la guerre en Ukraine qui était sur la fin du chantier. Je pense que vous êtes passé entre les gouttes. On est passé, oui. À peu près. Aujourd'hui, on ne le referait pas à ce prix-là. Et toujours pour revenir sur les choix, vous n'avez pas proposé à votre maître d'ouvrage un système, excusez-moi de l'anglicisme, un ready PV permettant demain de faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc tout à l'heure, je parlais d'une association comme Atlansun qui préconise ce genre de choses parce que le surcoût au départ est très faible et qui permet demain, le jour où le maître d'ouvrage a envie de mettre des panneaux photovoltaïques, de le faire très facilement, alors que quand c'est pas préinstallé, c'est un peu plus compliqué. Là, ils peuvent le mettre sur la toiture terrasse, qui est horizontale. Donc, voilà, ça supportera le poids, mais non, c'était pas... C'est pas pré-câblé, clairement. Non, c'est pas pré-câblé. De la même manière, on s'interrogera un jour ou l'autre en fonction de l'évolution de la législation sur des panneaux solaires au-dessus du parking. On va rentrer un jour ou l'autre dans la boucle. Les arbres, c'est bien aussi. Les arbres, c'est bien aussi. Les arbres, c'est bien aussi, ouais. Mais ça faut expliquer à ceux qui veulent aller partout qu'il faut les faire de végétation. D'autres questions? Monsieur le maire. Non, maire,
Juste sur la conception des bureaux, alors, en période Covid, il y a eu beaucoup de télétravail, voire de protection sur les zones de travail. Est-ce que de penser à un bureau partagé dans cette période-là, ça a été facile à accepter ou est-ce qu'il y a eu des tensions? Oui, il y a eu discussion. Oui, c'est une excellente question. Il y a eu de vives discussions en disant mais l'open space c'est fini, le bureau partagé c'est fini. Donc il y a eu débat, mais on a considéré que non, ça ne serait pas la norme. Que toutes les études montraient déjà que bon, le Covid il est installé pour toujours, on va vivre avec, comme la grippe, comme autre chose. Et on le voit bien aujourd'hui, maintenant. Je me souviens d'une explication qui nous a été donnée. Le principe d'un virus, hein, c'est plus on avance dans le temps, plus il se répand, moins il est fort en termes d'impact sur le corps. Ça se révèle vrai aujourd'hui. Hein. Maintenant, le Covid, il y en a peut-être parmi nous qui l'ont. Hein. Donc non, il y a eu débat, mais ça a été assez serein, en fait. Ouais, c'est très serein. Et puis oui, les valeurs de travail, les nouvelles habitudes de travail que vous vouliez insuffler à vos équipes étaient plus fortes aussi. Le travail collaboratif, enfin voilà, c'était fondamental aussi. Est-ce qu'on peut parler un peu d'insertion dans le site? Il y a une charte de la zone. Est-ce que ça a été pour vous un point d'appui ou une contrainte, notamment pour la question des circulation douce, etc. Comment vous êtes appuyé sur cette charte de zone? Elle n'était pas super contraignante. Il n'y avait pas grand-chose qui imposait ou empêchait une quelconque implantation. Donc on s'est surtout appuyé sur la relation d'usage avec le bâtiment existant maintenu. Donc au niveau des voies de circulation pour les stationnements, au niveau de l'accueil, l'entrée principale, et également au niveau de l'entrée piétonne, on a proposé, mais bon, après c'est un raisonnement qu'on a eu, c'est un peu en suspens, mais d'avoir un axe piéton ici, qui est initié après, voilà, dans l'usage. Est-ce que ça peut devenir un chemin public, dans une propriété privée? On y a pensé et ça a été, on l'a mis de côté parce que le problème c'est que lorsque, c'est dans cet axe-là, donc celui-ci est d'avoir une sortie sur la route de Mayenne, donc la route qui passe là derrière. Le problème c'est que ça deviendrait carrément une liaison piétonne entre les organismes de formation qui sont derrière nous et les bus. Et donc vous auriez vu du monde passer. Et on n'a pas spécialement envie que tout le monde traverse en permanence notre parking. Il faut savoir qu'on a un vrai problème dans la zone, c'est qu'on a des organismes de formation derrière nous. Il y en a d'autres en construction un peu plus loin. La seule chose qui n'est pas prévue, c'est les parkings. Je me suis attrapé avec des adjoints il y a 2-3 ans là-dessus, mais visiblement, ce n'est pas leur problème. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être remarqué, je ne sais pas s'il y a des cours en ce moment, mais c'est un peu la folie sur la route derrière. Les gens se garent partout où ils peuvent. Et ceux qui prennent le bus, bon, il y en a quand même pas mal, font le tour là, bon, ça n'arrange pas non plus les masses, hein, mais on n'avait pas envie d'avoir un autoroute à piétons à l'intérieur de notre enceinte. Et qu'il y ait un usage du parking qui soit autre que pour vos propres services. Voilà, l'usage du parking, du fait que la barrière là-bas est fermée en permanence, ça aide. Voilà, ça verrouille bien. Donc de temps en temps, on en a 2 ou 3. Et vous, par rapport au projet, vous n'êtes pas un peu déçu? Vous n'êtes pas dit, tiens, dans l'insertion dans son espace commun, était quand même facilité par ce petit... C'est toujours faisable. Il y a juste à poursuivre, à se raccorder. C'est vrai qu'il y avait aussi la volonté initialement de dire que quand vous avez vos collaborateurs qui viennent de Paris ou autres et qui logent à l'hôtel, qu'ils puissent venir au siège plus directement sans à pied avoir à faire tout le tour. Non, mais globalement, les gens pas très loin là, non plus. Puis c'est planté. Il n'y a pas de vraie demande là-dessus. En ce qui concerne les modes alternatifs de déplacement, on en parlait tout à l'heure avec monsieur le maire, est-ce que vous avez fait un certain nombre de choses qui pourraient favoriser l'usage du vélo et où, tout à l'heure on parlait de covoiturage, etc. Est-ce que le bâtiment a été conçu pour faciliter ce genre de choses? Il y a un petit abri pour les 2 roues, il y a des douches et vestiaires pour le personnel qui vient en vélo ou qui voudrait faire sport le midi, voilà. En termes de covoiturage, je ne pense pas que la structure du bâtiment permette de faire quoi que ce soit dans le domaine.
pense que c'est pas le rôle d'un bâtiment, ça peut être le rôle d'un manager, d'un dirigeant d'entreprise, d'insuffler quelque chose, de mettre en place quelque chose. Je pense pas que le bâtiment, vis-à-vis du covoiturage, il a un rôle quelconque. Plus sur le vélo, effectivement. Par contre, le vélo, disposer d'un endroit où on peut mettre en sécurité son vélo, oui, c'est indispensable. Même si on commence à avoir plus de trottinettes que de vélos. En termes de coûts, vous avez dit que vous avez échappé un peu à la pluie de l'inflation à un moment. On est à 2080 € hors taxe du mètre carré construit, y compris les aménagements extérieurs, y compris tous les agencements, donc les banques d'accueil, les VRD sont dedans. Oui. Donc c'est un ratio qui n'est pas élevé. Ouais. C'est pour ça, aujourd'hui, si on reconstruisait le même bâtiment aujourd'hui, je pense qu'on se prend 25% facile. Mais est-ce qu'on peut se dire que, par exemple, l'angle d'attaque que vous avez pris sur la sobriété constructive, est-ce qu'on peut se dire que ça a eu un gain financier qu'on voit au bout du compte quand même? Parce qu'il y a une interrogation là-dessus. Certains nous disent que la sobriété c'est plus cher, ce qui quand même à un moment paraît un peu bizarre. Et là vous diriez que la sobriété c'est un gain? Nous on se dit qu'on a vraiment travaillé pour limiter la matière, la hauteur même du bâtiment, parce que si par exemple on avait mis des faux plafonds, les réseaux qui passent en dessous, on aurait peut-être augmenté, je sais pas moi, 80 cm le bâtiment. Bah, c'est autant de façade, du poids à supporter en plus par les fondations. Le fait de ne pas revêtir les matériaux qu'on laisse bruts, je pense que c'est autant de coûts de plaquage en moins, de faux plafonds en moins. J'imagine que oui, ça a eu un impact. Monsieur le maire. Juste sur ces sujets notamment, est-ce que vous faites des cas? En logement social, il existe le BRS en fait, qui est vraiment sur ce principe-là, c'est-à-dire qui vient du principe d'habitat coopératif suisse. C'est-à-dire que le foncier n'appartient pas aux acquéreurs en fait, mais par contre ils sont propriétaires de la maison. Et ça, c'est à deux fins, d'abord anti-spéculation, c'est-à-dire qu'on voit que sur les PLAI sur l'habitat social classique, en acquisition, les biens se revendent, il peut y avoir des culbutes de fait dans les zones tendues, et le BRS permet ça en réalité. Et c'est souvent du foncier communal qui est donné en fait, ou acheté à très faible taux. Donc on pourrait imaginer des BRS pour les bâtiments industriels, c'est pas encore fait pour. Et si ça vous intéresse, il y a un magnifique projet de BRS à pas très loin, puisque c'est porté en Anjou par le promoteur ICO. Et ICO, il faisait une proposition, donc je crois que c'était en lien avec Alter d'ailleurs, il faisait une proposition très simple, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour faire de l'accessibilité foncière, accessibilité au logement à des personnes qui, aujourd'hui, avec l'inflation des prix, ne pouvaient pas accéder. Et il a lui-même créé son BRS dans une structure, donc il s'est engagé là-dessus. Et donc là, on peut aussi organiser pour vous des retours d'expérience là-dessus, parce que c'est vraiment très très intéressant et totalement duplicable. Donc ça, il y a une piste là-dessus sur laquelle on peut travailler. Et alors, on n'y avait pas pensé, mais effectivement, le transposer au bâtiment économique, ça peut aussi avoir son intérêt. Est-ce que vous avez le mot de la fin, et après on va clore. À vous le mot de la fin. Pour finir, c'est surtout sur on va devoir avoir une vision globale. J'entendais tout à l'heure les bilans carbone. Aujourd'hui, il ne faut pas que cette gestion un peu comptable des uns ou des autres nous emmène ou nous fasse basculer vers une autre forme d'économie aussi déconnectée qu'avec l'utilisation de pétrole. Parce qu'en fait, si on fait des biomatériaux, mais ils viennent d'où les biomatériaux? Et demain, quand vous allez stocker du carbone dans vos bâtiments, vous allez déstocker du carbone dans vos sols. Et à un moment donné, quand vous mettez, vous imaginez ne plus utiliser de sources fossiles, je peux vous dire que c'est quand même... on ne s'imagine pas, on en a partout. Et du coup, nos sols agricoles, on ne va pas y mettre 36 étages de production. Il y a un moment où, vous voyez, on a eu un orage il n'y a pas très longtemps, on a de l'érosion, on a justement de la fertilité qui part dans nos ruisseaux.
Et du coup, demain, produire des biomatériaux, produire de l'alimentation, produire des énergies, en fait, on peut voir que on peut tout, on va devoir basculer sur ces sources qui viennent de nos sols, mais on va être limité. Et donc du coup, il ne faut pas qu'on bascule, faire du greenwashing absolument et comptable, mais plutôt avoir une vision globale. On l'a dans le phénomène des chaudières, chaudière biomasse. Aujourd'hui, avoir une chaudière biomasse, c'est bien, mais il faut pas que tout le monde en fasse autant, parce que vaudrait mieux savoir comment se passer de chaleur et utiliser. C'est tout ce raisonnement global qui doit être un raisonnement local. Ça, c'est encore des messages, par exemple, de Jean Covici, où on va devoir avoir un raisonnement local. On ne peut pas se baser sur un raisonnement international. Demain, la Mayenne, on a du bois, on a certaines ressources, on a capacité à faire pousser certaines plantes qui peuvent nous servir à tel ou tel process. Eh bien, c'est avec ça qu'on doit essayer de co-construire ensemble des besoins alimentaires, en matériaux, tous ces besoins, et pas sectoriser les domaines. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Vous pouvez vous applaudir. J'ai plus en tête le prochain rendez-vous, c'est positif. Tu as une date à me donner comme ça à brûle pour point, Blandine ? Ce sera en septembre. Voilà, au deuxième semestre. Octobre. Très bien. Une bonne fin de journée, bon appétit. Et juste, peut-être dire juste un petit mot, si dans le cadre du CAE, on a les rendez-vous du mardi. Et ce soir, c'est un rendez-vous du mardi à Pré-en-Paille, de 19 à 21h. C'est sur la thématique de l'art urbain en milieu rural, un levier de transformation. Donc vous êtes cordialement invités. C'est à 19h à partir du Belvédère du Mont des Avaloirs. Et on continuera dans la salle Émile Lemaître à Pré-en-Paille. Voilà. Merci.